Donc, on va commencer. Donc, moi, je me présente, c'est là officier Simon Lalonde. J'ai pas fait de diapositive pour me présenter, mais en gros, j'ai fait mon cours d'instructeur cet été. J'ai commencé comme cadet à voler en 2022 à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai fait mon cours de planeur. 2023, j'ai fait Power. Puis présentement, je continue à voler au site de vol la fin de semaine pendant la session d'automne et du printemps. Puis l'été prochain, si vous appliquez sur planeur, je vais possiblement être votre instructeur. Normalement, je suis là l'été prochain aussi. Puis je suis en train de faire ma formation de pilote commercial aussi présentement. C'est ça. Dans la prochaine année, je devrais être pilote dans une compagnie. Donc, parfait. On va commencer. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, je veux dire, ceux qui n'ont pas assisté au cours des derniers jours, ben, c'est nouveau pour vous. L'aéromédical ce soir. Partie 1. On a 3 parties ce soir qu'on va voir. Donc, si on commence tout de suite. Les points d'enseignement qu'on a, on a l'hypoxie, l'hyperventilation, dilatation des gaz et l'effet de décompression. On va voir ça en plusieurs parties. Donc, premièrement, l'hypoxie. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me parler un peu de c'est quoi l'hypoxie selon eux? Oui, vous avez une question, j'ai pas vu votre nom. Oui, allez-y. Ça serait juste une question. Dans le guide d'études, ça serait sur quel? Ça serait-tu dans les droits et règlements qu'on va pouvoir trouver cette information? Je Ou ne ça saurais serait quelque part d'autre? pas vous dire, je peux regarder tout de suite si vous voulez. Le guide d'études, vous, c'est sur le SharePoint, j'imagine? Oui. OK, je regarde ça en même temps pour vous, ma connaissance personnelle aussi. Dans Fichier, normalement, ça devrait être dans Général. Fichier, même pas. OK, j'ai trouvé. Il devrait y avoir une section, honnêtement, dans le guide d'études qui serait aéromédical. Peut-être que ça serait plus facteur humain. Je ne saurais pas vous dire. Ouais, ça serait facteur humain, désolé. Ouais, facteur humain 408. Ouais, c'est ça. Je l'ai devant moi, exactement, c'est ça. Merci Je vais vous le beaucoup. partager tout de suite, vous allez le voir. Je vais vous le montrer le chemin pour vous y rendre. Fenêtre. Puis là, c'était ça, normalement. Si vous voyez mon onglet d'ouvert. Oui, mais il n'y a Là, rien dedans. Il n'y a rien dedans. il n'y a rien dedans? OK. On va aller voir. Ça se peut qu'ils n'aient pas encore mis. Ah, vous avez raison, il n'y a rien. C'est l'autre cours, le dernier cours que vous avez eu, vous, la semaine dernière, c'était quoi? C'était Météorologie? je pense, si je me trompe pas. Lequel j'ai pas entendu, pouvez-vous répéter? Aérodrome, si je me trompe pas. Aérodrome, ça c'est dans. Mettons qu'on va voir théorie de vol. C'est dans c'est dans Airlog. OK, dans un là. OK. On va aller voir. OK, ouais, c'est ça. Ils mettent semaine par semaine. Ça se peut que vous l'ayez d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, mais inquiétez-vous pas, vous allez la voir, c'est sûr. Ok, Sinon, il y a toujours le PowerPoint que vous pouvez retourner voir. Je vais repartager ma fenêtre. Celle-là, parfait. On va continuer. Pour les autres questions, oui, allez-y. Monsieur Vignola, allez-y. En fait, c'était pour répondre à la question c'est quoi de Ah, l'hypoxie, là? OK, ouais. Ouais, allez-y, oui. Je vous Ben, en écoute. fait, c'est une diminution d'oxygène que t'as, genre. Ah oui, exactement. Puis là, j'essaie de retrouver mon PowerPoint. Attendez un peu, je l'ai perdu. J'ai arrêté mon partage. J'ai trop d'onglets d'ouvert. OK. OK, là, j'ai compris, super. Faut que je fasse retour, échappe. OK, ouais, faut que je le repartage. Partager. Non, pas ça. Parce que là, vous voyez tout. Euh, OK, comme ça. Si vous voyez ça en plein écran présentement, oui, monsieur. Monsieur. c'est super. Fait quoi? Ouais, l'hypoxie, c'est ça, ça ressemble à ça. En gros, c'est un manque d'oxygénation des cellules dans le sang. Pour ceux qui ont un peu eu des cours de sciences sur ça à l'école, en gros, ben, les globules rouges, il manque d'oxygène dans le sang, puis les fonctions du corps sont affectées. On va voir ça dans pas long. Il y a plusieurs types d'hypoxie. En gros, en fait, je vais recommencer du début. L'hypoxie, en gros, ce que ça fait, vous n'avez pas assez d'oxygène dans vos globules rouges. Les globules rouges, eux, servent à oxygéner toutes vos fonctions vitales de votre corps. Par exemple, le cerveau, chose qu'on se sert pas mal souvent. Puis en avion, ben, notre cerveau, c'est notre jugement, c'est notre coordination, c'est tout ce qu'on a besoin pour piloter. Donc, si vous avez pas assez d'oxygène, ben, vous allez commencer à prendre des décisions mauvaises ou bien totalement perdre connaissance. Donc, plusieurs types d'hypoxie. Première type, hypoxie hypoxique. En gros, c'est les poumons qui ne sont pas capables de transférer l'oxygène dans le sang de bonne façon.
Puis ça, ben, en gros, le facteur premier qui cause ça, c'est le vol à haute altitude sans cabine pressurisée ou des bonbonnes d'oxygène ou un apport en oxygène en vol. Est-ce que vous savez c'est quoi, cabine pressurisée quand je vous parle de ça? Il y en a qui ne savent pas, n'hésitez pas, dites-moi là, puis je vais vous expliquer un peu. C'est clair pour tout le monde? Parfait. En gros, pour Non. faire simple. Ah non, parfait. Donc, pour faire simple, en gros, les gros avions de ligne que vous prenez, Air Canada, les Airbus 220, 320, 737, tout ça, eux, les moteurs font une pression d'air qui est envoyée dans la cabine. Puis en gros, ça va pressuriser votre cabine pour que vous ayez la même pression d'air qu'au niveau de la mer. Parce que vous savez, plus qu'on monte en altitude, moins qu'on a de pression. Donc, puis notre corps n'est pas capable d'assimiler l'oxygène de la mer autant qu'au sol. Il n'y a pas moins d'oxygène, mais la pression est moindre. Donc, nous, on veut pressuriser l'avion. Ce que ça fait, ça nous augmente notre pression. Ça fait comme si on était au niveau de la mer. Puis on n'a pas besoin d'amener d'oxygène avec nous dans l'avion. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment comme si on gonflait l'avion un peu. En gros, c'est ça, la pressurisation. Si on n'en a pas, ben, l'hypoxie hypoxique peut arriver. Merci. Puis puis je pense pas qu'on en parle dans le PowerPoint, mais en gros, l'hypoxie hypoxique, ça commence environ vers 10 000 pieds. Donc, quand vous êtes en haut de 10 000 pieds, entre 10 et 13 000 pieds d'altitude, vous devez mettre un chronomètre et pas rester plus que 30 minutes à cette altitude-là. Passer 13 000 pieds, ça vous prend absolument de l'oxygène. Sinon, vous avez un risque d'avoir de l'hypoxie hypoxique. Deuxième type, l'hypoxie anémique. Anémique, en gros, c'est le sang qui n'est pas capable d'absorber l'oxygène. Les poumons, eux, sont capables de l'absorber. Il y a assez d'air, il y a assez d'oxygène dans l'air, il y a assez de pression, mais votre sang n'est pas capable de l'absorber. En gros, ce qui peut causer ça, c'est un volume sanguin faible ou une intoxication de l'oxyde de carbone. Par volume sanguin faible, on va en parler tout à l'heure. Il y a, par exemple, rapidement, si vous avez donné du sang, par exemple, avant d'aller voler, puis que votre volume sanguin est plus petit, ça se peut que vous ayez de la difficulté à assimiler l'oxygène autant que si vous n'avez pas donné de sang, de certaine façon. Monoxyde de carbone, ça peut être, par exemple, un feu dans l'avion, de la fumée, ou peu importe. Les gaz d'échappement qui auraient une fuite dans la cabine de votre avion. Là, OK, parfait. L'hypoxie stagnante, en gros, ça, c'est causé principalement par des problèmes de circulation. Ça peut être ça peut être causé si, mettons, vous avez une mauvaise posture dans l'avion. Je ne sais pas si vous savez un peu, si vous avez déjà vécu ça, si, mettons, vous vous asseyez puis vous avez une jambe comme des jambes croisées, après un certain temps, ben, vos jambes commencent comme à picoter. C'est un peu ça, l'hypoxie stagnante. Ça ressemble à ça. C'est une mauvaise circulation du sang. Et en avion, ben, ça peut être causé par des vêtements trop serrés ou, par exemple, une maladie cardiovasculaire, votre cœur qui n'est pas capable de pomper le sang assez, de la basse pression. Ça peut être plusieurs facteurs. Prochain type, hypoxie histotoxique. Celle-là, à ne pas confondre avec l'hypoxie hypoxique, deux noms différents, hypoxique et histotoxique. L'histotoxique, celle-là, c'est vos cellules du sang qui ne sont pas capables d'absorber l'oxygène à cause de problèmes chimiques. Souvent, c'est causé par la drogue, les médicaments, la nicotine ou consommation de. En fait, toutes les consommations ne sont pas bonnes pour le pilotage. En gros, c'est ça qui va vous causer ça. Petite particularité à l'hypoxie anémique, celle-là, c'est pas le sang qui circule pas de la bonne façon dans votre corps, c'est la cellule même du sang qui n'est pas capable d'absorber l'oxygène. On continue. Ouais, j'en ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure, il peut avoir des effets sur le système nerveux central, les yeux et le cerveau. Par vision, les yeux, qu'on veut dire, ça peut être votre champ de vision qui va rapetisser, votre perception des couleurs qui est affectée, ou la faculté que vous avez à discerner des objets à l'horizon, comme d'autres avions qui évoluent dans l'air avec vous. Et le cerveau aussi, le jugement. Voici l'acuité visuelle. La vision nocturne, oui, surtout la nuit. Si vous êtes en altitude ou si vous avez une fuite de monoxyde de carbone dans votre avion, ça va affecter votre vision nocturne. Performance physique, ça, c'est moins un problème en avion. Ben, ça pourrait l'être à un certain point si vous n'avez plus la force de bouger. Là, rendu là, vous êtes vraiment très, très affecté par l'hypoxie. La perte de conscience à un certain point, puis plus tard, après la perte de conscience, ben, il va y avoir la mort, évidemment. Ça, ces effets-là, on va les voir en ordre dans pas long. C'est ça. Donc, ce que vous allez ressentir en premier, dans l'ordre, je ne sais pas si c'est le bon ordre qui est là. Je ne pense pas que c'est le bon ordre. En tout cas, les symptômes que vous allez ressentir principalement au début de l'hypoxie, l'euphorie. L'euphorie, en gros, c'est un sentiment de bien-être. C'est comme si vous étiez tout le temps, vous trouviez tout drôle, ou vous étiez tout le temps content. C'est comme
un état d'euphorie. Étourdissement. En gros, vous êtes étourdi, la nausée, les maux de tête, bouffée de chaleur et frissons, picotement, comme je disais tout à l'heure, un peu voilà, comme la chair de poule un peu, mais vraiment, ça ressemble à ça. Et les engourdissements, comme je dis tout à l'heure, si vous êtes assis de mauvaise posture, c'est un peu ça que ça va vous causer, sans nécessairement que que vous soyez assis d'une mauvaise façon. Vous allez juste sentir un engourdissement dans votre corps. Puis que les autres vont remarquer de vous. Si par exemple, vous êtes allé donner du sang, si vous êtes un fumeur et vous êtes en altitude, puis que votre copilote ou votre commandant qui est avec vous, l'autre pilote avec vous dans l'avion, lui est en parfaite santé, ça se peut qu'il remarque de vous que vous avez une performance moindre en vol, mauvais jugement, ça se peut que vous soyez aussi hostile, agressif. Puis la cyanose, est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Y a quelqu'un qui voudrait essayer d'expliquer la cyanose? Oui, allez-y, Michi. Anthony Apchi, allez-y. Ouais, c'est un empoisonnement à la cyanide. C'est pas un empoisonnement vraiment. C'est vraiment le fait que votre sang ne circule pas assez bien dans le sang. Peut-être que vous avez raison, mais en gros, c'est vos pas vos jointures, mais vos extrémités qui vont devenir bleues, comme l'hiver un peu. Monsieur Vignola, vous pouvez y aller aussi? Ah ben, c'était pour répondre à la question, là, mais c'est correct, tu l'as dit. OK, c'est fait. Donc, oui, c'est ça. C'est un peu l'hiver, comme quand vous avez froid, les lèvres deviennent bleues, les extrémités, les orteils, dans les cas extrêmes. Ou si vous êtes l'été, vous sortez de la piscine, puis vous habillez pas assez rapidement, vous allez commencer à avoir froid. C'est un peu le même principe. L'hypoxie, le TCU. Le TCU, en gros, c'est le temps de conscience utile. C'est le temps qu'on a avant d'être inapte à voler. Ça dépend de l'altitude, en gros. Euh, c'est aggravé par consommation d'alcool, si vous êtes un fumeur ou non, ou tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, si vous avez donné du sang avant, ça va affecter ce temps de conscience utile que vous avez euh, pour reconnaître les symptômes et prendre les mesures. En gros, les mesures qu'on prendrait nécessaires en avion de ligne, ça serait de mettre notre masque à oxygène ou descendre pour retrouver une pression atmosphérique plus grande. Et ben, c'est ça. Donc, on a un petit tableau ici. En bas de 10 000 pieds, c'est pas mal indéfini. En gros, si vous avez une hypoxie en bas de 10 000 pieds, c'est pas mal causé par des problèmes médicaux ou ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas vraiment censé arriver. En haut de 15 000 pieds, une demi-heure. En haut de 20 000 pieds, 5 à 12 minutes. Là, si vous regardez, en haut de 45 000 pieds, vous n'avez même pas 10 secondes. Donc, si votre avion passe la pressurisation en haut de 45 000 pieds, ça, c'est plus les jets d'affaires qui volent au-dessus de 45 000 pieds. Vous n'avez même pas 10 secondes avant de mettre votre masque à oxygène, avant de perdre connaissance. Ça, c'est votre temps de conscience, c'est le temps que vous avez avant que vous perdiez connaissance. 10 secondes, ça va très vite. À 45 000 pieds, 50 000 pieds, c'est plus 5-6 secondes. Là. C'est vraiment, vraiment court. On continue. Donc, c'est ça. Les personnes qui ont une grande capacité aérobique, en gros, si vous êtes un sportif, si vous êtes dans les sports d'endurance, vous allez avoir un temps de conscience utile plus élevé parce que votre corps est capable d'absorber l'oxygène, d'assimiler l'oxygène d'une meilleure façon. Si vous faites de l'activité physique en général, en fait, ouais. Oups, désolé, je recommence. Si vous êtes un sportif et que vous êtes en bonne santé avant d'aller voler, votre taux de conscience utile est plus grand. Par contre, si vous êtes agité, vous êtes stressé, puis que vous êtes dans une situation que vous avez un manque d'oxygène, comme en altitude, là, vous allez réduire votre temps de conscience utile. Donc, si vous voyez, mettons, qu'il y a une dépressurisation de votre avion qui passe à pressurisation, ce qu'il faut faire, en gros, c'est rester calme et prendre les mesures nécessaires. Donc, en gros, mettre son masque à oxygène et ensuite descendre pour récupérer une pression atmosphérique apte pour nous à voler sans masque à oxygène. Et c'est ça, les fumeurs aussi, l'hypoxie anémique, vous allez réduire votre temps de conscience utile, c'est ça qui cause parce que donc, c'est ça. L'hypoxie, ça commence vraiment par une sensation de bien-être et de bonheur. Comme on dit tout à l'heure, l'euphorie. C'est pas l'euphorie. Si vous pensez que vous avez de l'hypoxie ou si un autre membre d'équipage en souffrirait, je vous écoute. Le premier, c'était Moreira. Monsieur Moreira. Appelez un pan-pan parce que c'est pas vraiment une urgence directe qui met notre vie en danger immédiatement, mais risque quand même de nous mettre en danger à long terme. Fait on déclare ça. Et ensuite, ce que je pense, c'est si on a des max à oxygène, on les met. Mais si on n'en a pas, ça serait de descendre d'altitude le plus vite possible d'une manière sécuritaire. Vous avez raison en partie. Pour le pan-pan, ça dépend de la situation.
En gros, si vous êtes juste à 13 000 pieds ou en bas d'une altitude dangereuse pour l'hypoxie, puis que vous remarquez que votre passager ou votre copilote souffre d'hypoxie, c'est pas nécessairement une urgence parce que c'est peut-être des facteurs personnels à lui. Vous pouvez juste simplement descendre. Puis si vous avez vraiment besoin de descendre rapidement parce que c'est une situation très grave, là, ça serait plus un m'aider, honnêtement. Si vous êtes à 40 000 pieds puis que vous avez besoin de faire un descente d'urgence, ça va être un m'aider. Puis vous allez totalement juste dire au contrôleur aérien que vous descendez, peu importe ce qu'il dit, parce que c'est votre vie qui est en danger. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui. OK. OK, je pensais qu'il y avait une question, c'est bon. Super. Donc, c'est ça. Respirer l'oxygène, ça, c'est bon, vous aviez raison. Réduire l'altitude, oui, en effet. Atterrir le plus vite possible de façon sécuritaire. Vous n'allez pas atterrir dans un aérodrome qui est dangereux ou qui n'est pas déneigé. Vous allez vraiment vous mettre à un endroit sécuritaire en premier. C'est pas dangereux à court terme, l'hypoxie, sauf si vous restez en altitude. Si vous descendez et que vous êtes rendu en bas de 10 000 pieds, vous êtes correct. Pas de raison de craindre. Monsieur Wallet, allez-y. Quand ça dit respirer de l'oxygène, ce que j'en comprends, c'est que c'est mettre le masque à oxygène. Exactement, oui. Dans les avions de ligne, si vous avez déjà volé comme passager, il y a souvent au début, en fait, à chaque vol au début, il y a des explications de quoi faire avec les masques à oxygène. En gros, la façon que ça fonctionne, pour ceux qui sont curieux, en arrière, quand un sensor dans l'avion, en fait, un capteur détecte une chute de pression rapide dans l'altitude, ça va libérer les masques d'oxygène en arrière dans l'avion. Puis c'est pas des bonbonnes d'oxygène dans les gros avions de ligne pour les passagers, c'est vraiment juste une réaction chimique qui va générer de l'oxygène pour les passagers. Pour les pilotes, eux, par exemple, c'est vraiment des vrais bonbonnes d'oxygène. Les passagers, leur oxygène chimique dure environ 15 minutes. Les pilotes, leur bonbonne peut durer plus qu'une heure, mais je ne saurais pas vous dire exactement. C'est ça, oui, monsieur Vignola, allez-y. En fait, pour ça que les pilotes de jet d'affaires ils ont tout le temps leur masque à oxygène sur leur cuisse, en fait, en vol. Techniquement, ils devraient toujours le porter car ils sont au-dessus de 44 000 pieds ou 43 000 pieds, je ne suis plus sûr exactement. Mais oui, ils doivent toujours le porter, un des deux pilotes, pas les deux. Une mesure de sécurité, parce qu'on a vu tantôt que le temps de conscience utile à 45 000 pieds, ben, c'est pas mal, pas mal court. 5-10 secondes. Plus manquer de temps pour mettre son masque à oxygène. Exactement. Donc, c'est ça, atterrir le plus vite possible. Donc, l'hypoxie dans le rack. Est-ce que vous savez tout comment chercher dans le rack des règlements ou des normes? S'il y en a qui ne savent pas, dites-moi là, puis je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer ça. Je vais faire un partage de mon Safari. Parfait. Également blanc. Parfait. Partage d'écran. Comme ça. Donc, en gros, vous allez sur Internet, vous écrivez. Oups, ça ne marche plus. Figer mon écran. OK, c'est bizarre. Je peux rien faire. Et je comprends. Super. Donc, en gros, vous écrivez RAC, TC, Règlement de l'air aérien du Canada. Transport Canada, ben, c'est TC, l'abréviation. Vous faites Enter. Cherchez le premier. C'est vraiment un site de Transport Canada. Puis en gros, vous descendez, il y a plusieurs parties. Nous, on avait la partie dans mon PowerPoint tantôt, si on regarde ensemble. On avait la partie 605.32. Donc, on va aller dans la partie, c'est en chiffre romain, là, ici, pour ceux qui se demandaient. Partie 6, 605.32. Donc là, on descend, on descend, on descend. 605.32. Il ne serait pas là. Très là, honnêtement. Oh. Descendez. Moins 31. Moins 32. Donc voilà. On l'a déjà dans le PowerPoint. Je vais retourner dans le PowerPoint. Pour vous aider aussi, vous pouvez tout simplement écrire, cliquer sur rechercher puis écrire le règlement. C'est plus simple. En gros, c'est comme ça qu'on cherche dans le rack. Oups. Je vais remettre le plein écran. Et donc, dans le rack, est-ce que c'est clair pour tout le monde comment chercher dans le rack?
Si vous n'êtes pas sûr encore, dites-moi là, je vais vous montrer à nouveau. C'est pas très compliqué. C'est bon, parfait, on continue. Donc, ouais, dans le rack, le vol sans oxygène, on a une durée maximum de 30 minutes qu'on peut voler sans oxygène entre 10 et 13 000 pieds. Quand on est au-dessus de 13 000 pieds, ça nous prend absolument de l'oxygène en vol, en tout temps. C'est pas avec nous, c'est sur notre visage ou une cabine pressurisée. Quand on veut dire oxygène, c'est soit une cabine pressurisée ou un masque à oxygène. Donc, c'est ça. Puis en plus de ça, ça vous prend de l'oxygène d'appoint pour chaque passager à bord. Équipage et passagers. Par équipage, on parle des pilotes, des agents de bord ou des mécaniciens qui volent. C'est quoi déjà? Mécaniciens navigants, c'est ça. Monsieur Provencher, allez-y. Ça, c'est juste quand la cabine se dépressurise ou c'est en tout temps? C'est en tout temps. Quand on dit temps d'oxygène, en gros, c'est si vous n'avez pas l'apport d'oxygène nécessaire en vol. Par rapport d'oxygène, ça veut dire si vous êtes dans un Cessna, par exemple, un Cessna 172 qui n'est pas pressurisé, puis que vous allez au-dessus de 13 000 pieds, ça vous prend en tout temps sur votre visage de l'oxygène. Si vous êtes dans un Dash 8 d'Air Canada, des avions pressurisés, puis que vous allez au-dessus de 13 000 pieds, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'oxygène sur vous, mais vous devez avoir une cabine pressurisée. Par contre, quand vous êtes au-dessus de 13 000 pieds, ça vous prend une source supplémentaire d'oxygène en plus de la pressurisation, si jamais la pressurisation venait à lâcher ou à briser. Est-ce que ça répondait à votre question? Oui. Donc, l'oxygène d'appoint, c'est pour chaque personne à bord, peu importe qui, passager, équipage. Pour les vols au-dessus de 13 000 pieds, ça en prend. Ça, c'est sûr que c'est à l'examen, ces questions-là, notez-le, vous n'allez pas y échapper, l'oxygène. Donc, l'hyperventilation, là, on a parlé d'hypoxie, là, maintenant, c'est l'hyperventilation. L'hyperventilation, en gros, c'est si vous avez trop d'oxygène dans votre sang, plus que le besoin nécessaire. En gros, c'est une respiration rapide qui va causer ça. Souvent, le stress ou des facteurs médicaux. C'est ça, le stress, la peur, l'anxiété, la crainte, température extrême, au froid, au chaud, ça peut arriver. C'est pas mal ça. Les étapes qu'on a de l'hyperventilation, en gros, ce qui va se passer, vous allez éliminer trop rapidement votre CO2 dans votre sang, qui est dans votre sang, à travers vos poumons. Ça va faire un déséquilibre entre le CO2 et l'oxygène. Dioxyde de carbone, qu'on dit CO2. Ce qui va arriver, en gros, votre corps va va vouloir vous faire évanouir pour que vous tombiez dans une espèce d'état pas automatique, mais comme de respiration autonome. En gros, vos pensées vont plus affecter votre respiration. Vous êtes comme si vous dormiez, en fait. Puis tranquillement, ça va redevenir un rythme de respiratoire normal. Ça ressemble à ça. Les symptômes de l'hyperventilation. Premièrement, c'est l'accélération du rythme respiratoire. Eau froide et moite, étourdissement, sensation de vertige. Ça peut arriver aussi, en gros, si vous mettez un masque à oxygène, par exemple, ou si vous avez trop d'oxygène dans votre sang. C'est pas nécessairement causé par un. Oups, c'est juste moi ou mon écran a disparu? Voilà. L'écran s'est éteint tout seul, bizarre. Donc, en gros, c'est pas nécessairement causé par une respiration très rapide, ça peut aussi être causé par un apport d'oxygène trop grand. Nous, pour les besoins du cours, on va simplement parler d'hyperventilation, mais ça peut être causé aussi par un apport d'oxygène trop grand. Ensuite de ça, bouffée de chaleur et frissons, troubles visuels, engourdissement ou picotement, puis perte de coordination musculaire, ça revient pas mal en même temps que l'évanouissement. Il y a aussi des questions pour l'hyperventilation. C'était-tu clair pour tout le monde? Oui, parfait. Super. Comme ça, ma chambre est trop haute. Bon, parfait. Pour prévenir l'hypoxie et l'hyperventilation, en gros, l'hypoxie, c'est pas compliqué. Ça vous prend soit de l'oxygène, soit de la pressurisation. L'hyperventilation, en gros, c'est plus essayer de contrôler sa respiration, c'est plus des exercices personnels. Ça ne va pas vous arriver systématiquement, c'est vraiment dans des situations, comme on a dit, de stress, de peur ou de crainte, ou des températures extrêmes. En gros, vous faites juste respirer plus lentement. Il y en a qui ont un truc, c'est prendre un espèce de sac en papier là, pour contrôler sa respiration. Ça peut aider. Mais
normalement, si quelqu'un vous aide et vous calme, vous devriez vous en sortir. Vous n'allez pas en mourir, vous allez juste perdre connaissance à un certain moment. Là, je vois pas bien. Fait que, ouais. Comme les exercices de méditation, vous respirez par le nez, vous inspirez par le nez puis vous expirez par la bouche, lentement. C'est ça. Donc, les effets de la dilatation des gaz, ça, c'est plus théorique. Vous allez voir ça en secondaire 5 en physique, normalement, si vous êtes rendu là, je ne vous apprends pas des choses de nouveau. En gros, c'est le volume d'un gaz qui est inversement proportionnel à sa pression. Donc, plus la pression est faite dans un gaz, plus il va se dilater. Puis à mesure qu'on monte en altitude, en gros, ce qui se passe, notre air va se dilater, puis notre pression va diminuer. Puis que ça va faire, en gros, comme effet sur nous comme humains. Ça va nous faire une espèce d'inconfort dans les oreilles. Si vous avez déjà pris l'avion, hein, vous avez sûrement déjà vécu ça. Vos oreilles vont comme se boucher. À un certain point, ça peut faire de la douleur, mais là, rendu là, c'est pas mal si vous êtes malade. Si vous avez le nez bouché, vous allez avoir les sinus bouchés. Si je vous apprends quelque chose maintenant, super. Quand vous êtes malade, vos sinus vont se remplir de sécrétions. Et vos oreilles sont reliées à votre nez à travers les sinus. Puis c'est ça qui fait que ça équilibre la pression dans vos oreilles. Si ils sont bouchés par des sécrétions lors d'un rhume, ça va vraiment être un gros inconfort. C'est vraiment conseillé de ne pas aller voler. L'ayant vécu, ça fait vraiment mal. Aller voler quand on a le nez bouché, c'est vraiment affreux. Il faut se moucher d'avance, puis même éviter d'aller voler. C'est vraiment pas le fun. Euh, donc, c'est ça. Les parties du corps qui peuvent être touchées par ça, les oreilles, comme je dis, les sinus, les dents à un certain point. Vous pourriez avoir un mal de dents avec si vous avez toute votre face bouchée à cause d'un rhume, vous allez avoir mal aux dents à un certain point. C'est relié aussi. Système digestif, ça, c'est plus. Ça pourrait, là, c'est parce que votre estomac et vos intestins sont pas connectés à l'extérieur. Donc, normalement, quand vous montez, ils devraient prendre de l'expansion. Ça peut vous faire de l'inconfort. Je ne l'ai jamais vécu, mais ça peut arriver. Y a-t-il des questions à propos de ça? Dilatation, expansion, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Parfait, on continue. Donc, dilatation des gaz, blocage des oreilles. Il y a des trucs pour se déboucher les oreilles en montant en altitude. On va parler des symptômes en premier, j'ai été trop vite. Donc, en gros, quand vous montez, la pression qui est dans votre tête, si on veut, va rester la même. Puis, attends, je suis sûr. La pression dans votre tête va rester la même, puis la pression extérieure va diminuer. Ce qui va se passer, c'est comme un peu un ballon. Votre tympan va comme prendre de l'expansion, puis il va s'en aller vers l'extérieur. Il va se dilater. C'est ça. Il va s'en aller vers l'extérieur. Ce qui va faire un certain inconfort. Ça va affecter votre ouïe. C'est comme si vous étiez sur l'eau un peu. Ça, c'est vraiment un cas extrême. C'est comme si, ouais, ça ressemble à ça. La douleur, oreilles pleines, c'est comme si vous aviez de l'eau dans les oreilles. Puis quand vous prenez une douche, par exemple, puis vous avez de l'eau dans vos oreilles, il y a un point, un certain point de perforation du tympan, ça, c'est vraiment extrême. Donc, les mesures préventives, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas aller voler quand on a le nez bouché ou quand on est congestionné. Surtout pas s'automédicamenter. Il y a beaucoup de médicaments qui sont proscrits pour la profession de pilote. Donc, vous êtes mieux de ne pas vous automédicamenter puis d'aller voir un médecin d'aviation avant ou de l'appeler ou de lui téléphoner, le contacter, peu importe, pour être sûr de qu'est-ce que vous pouvez prendre. La plupart des médicaments pour se déboucher le nez, là, comme les. C'est pas déjà le nom? NyQuil, là, les sirops, tout ça, tout ce qui est sirop pour le rhume, c'est vraiment non, non, non pour aller voler. No go. Allez pas voler après avoir pris ça. Il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que ça peut provoquer le sommeil ou affaiblir faire des facultés affaiblies. Mesure de soulagement. En gros, marcher de la gomme, ça va vraiment vous aider. Si vous marchez de la gomme en montant en altitude, ça va vous aider à déboucher vos oreilles. Juste avaler aussi votre salive. Bailler, ça, c'est plus dur de le faire manuellement. Ça vient avec la fatigue ou c'est comme le mouvement un peu. Si vous êtes capable de le faire sans être fatigué, ça peut aider. Ça va vous déboucher les oreilles. Si vous êtes le pilote de votre avion, vous pouvez contrôler l'altitude, mais si vous êtes passager, pas mal les seules choses que vous pouvez faire, c'est ce que j'ai déjà dit. Puis la manœuvre de Valsalva.
Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en gros, ça serait de boucher son nez. Faites-le pas présentement si vous le faites quand vous n'avez pas les oreilles bouchées. Ça va vraiment pas être le fun. Faites-le pas, puis ça peut même vous faire des problèmes de tympan. En gros, désolé. En gros, ce serait de boucher son nez, puis de souffler avec la bouche fermée, puis comme faire de la pression dans son système respiratoire. Ça va vous déboucher vos oreilles à un certain moment. Euh, ouais, c'est ça. Vous pouvez l'essayer si vous voulez, mais allez-y vraiment doucement, là. Vous pincez votre nez, vous bouchez vos narines, puis vous soufflez doucement. Faites-le vraiment doucement, sinon ça peut vous faire mal, là. Donc c'est ça, les gaz emprisonnés dans les sinus peuvent se dilater si vous êtes malade. Donc il peut y avoir des poches d'air à travers vos sécrétions, puis faire des douleurs intenses. En gros, les bulles en montant en altitude vont prendre de l'expansion, vont faire gonfler vos sinus sans nécessairement s'échapper. Donc ça va vraiment vous faire mal. Ça peut être aussi à cause d'une maladie génétique, maladie chronique comme on dit aussi. Euh, Ça peut arriver chez certaines personnes ou vraiment simplement des allergies aussi. Il y a certains médicaments pour les allergies qui sont autorisés pour aller voler. Euh, De mémoire, ça serait les claritins, mais je suis vraiment pas sûr. Prenez pas ce qu'il dit à la lettre. C'est mieux de consulter un médecin avant. Monsieur Moreira, allez-y. Les douches nasales, c'est permis, by the way. Oui, tout à fait. Ouais. Les sinus rinces, comme on dit, tout ça, c'est permis. Il y a rien là-dedans de médicamenteux. C'est juste de l'eau saline, en fait. Vous pouvez prendre ça avant d'aller voler. C'est juste que ça se peut que vos sécrétions reviennent en vol. Vous n'avez pas nécessairement l'équipement pour vous faire votre douche nasale en vol. Ouais, c'est ça, nasale? En tout cas. Mais ouais, bien vu. Donc, pas mal les seules mesures qu'on a, c'est de ne pas aller voler quand on est congestionné, puis de ne pas s'automédicamenter. Donc, en gros, allez pas voler. Se moucher en montée, ça peut aider. La manœuvre de Valsalva que j'ai parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, c'est vraiment en descente. En montée, ça va vraiment servir à rien. En gros, ce que ça fait, ça va comme popper vos tympans. Quand vous montez, vos tympans, comme j'ai dit, ils vont prendre de l'expansion. Puis à un certain point, ils vont se rééquilibrer. Si vous descendez, vos tympans, ils vont revenir vers l'intérieur. Puis vous voulez faire la manœuvre de Valsalva pour faire la pression, puis comme les ramener à leur position neutre. Si vous faites ça en montée, ça va juste aggraver le problème. C'est vraiment en descente qu'on fait ça. Mais toutes les autres manœuvres que j'ai parlé, avaler, bailler, tout ça, marcher, vous pouvez le faire en tout temps, en montée ou en descente. Euh, Donc, ouais, il peut y avoir des gaz dans les dents à cause de la carie ou de l'air en dessous des dents. C'est pour ça que quand vous avez un plombage, vous allez chez le dentiste, il faut aller voir son médecin d'aviation avant pour être sûr qu'on est apte à aller voler parce que ça peut vraiment vous faire des problèmes. Vous pouvez perdre votre plombage en vol ou vraiment que ça fasse très mal. Euh, C'est ça, il n'y a pas vraiment de manœuvre ou de choses pour y remédier. La seule chose, c'est de ne pas aller voler, d'aller voir le dentiste avant pour régler le problème, puis le médecin d'aviation qui va confirmer que vous êtes apte à aller voler. Les effets de la dilatation des gaz encore. Ouais, c'est ça, les gaz gastro-intestinaux. En gros, c'est flatulence, on va dire. C'est les gaz dans l'estomac et les intestins. Quand vous montez, vous prenez l'expansion, ça va faire un inconfort. En gros, ce que vous pouvez faire pour remédier à ça avant d'aller voler, il n'y a rien à faire quand c'est en cours. Mangez pas d'aliments qui font des gaz. Je vous apprends pas des trucs nouveaux. Il y a certains aliments qui font plus de gaz que d'autres. Le chou, les œufs, il y en a plusieurs. Boissons gazeuses non plus, ça va pas aider. Mangez vite aussi. Quand vous mangez vite, ça vous avalez de l'air sans vous en rendre compte. Donc, essayez de manger lentement avant d'aller voler. Comme ça, vous n'allez pas poser ces problèmes-là. Puis aussi, pas prendre des trop gros repas avant d'aller voler. Ça va aussi empêcher les nausées ou d'autres problèmes. Mesure de soulagement, c'est ça. Contrôler l'altitude ou laisser échapper les gaz. En gros, échapper les gaz, ben, il n'y aura pas de nouveau. Là, ça serait de péter. Là, c'est ça. Laisser échapper les gaz euh, par les deux voies. Voilà. Les effets de la décompression. Donc, quand vous êtes en plongée sous-marine, à mesure que vous descendez, la pression augmente, mais de façon vraiment, vraiment plus intense que quand vous descendez en altitude dans l'air. Quand vous êtes sous l'eau, l'azote reste en solution. En solution, ce qu'on veut dire, c'est dans le sang. Mais quand vous réduisez la pression en remontant après votre plongée, ça va commencer à faire des bulles d'air dans votre sang. Ces bulles d'air-là, ils vont vraiment juste s'échapper du sang. Puis ce qui peut arriver, c'est qu'ils s'échappent dans le cerveau, puis qu'ils fassent des espèces de bulles d'air dans le cerveau, puis qu'ils causent des grosses douleurs, et même à un certain point, de la mort.
à cause que votre cerveau est plus assez oxygéné, puis qu'il y a des lésions qui se font. C'est ça. C'est comme une bouteille de boisson gazeuse, quand vous l'ouvrez, il y a plein de bulles qui sortent, ça ressemble à ça un peu, de l'eau pétillante. C'est pour ça on appelle ça le mal de décompression. Plusieurs types. Maladie des caissons, en gros. Les bulles, où est-ce qu'ils vont se trouver? C'est dans les articulations. Les articulations, c'est vraiment le coude, les doigts, le genou, les pieds, tout ce qui bouge, tout ce qui est articulation. Je ne vous apprends pas de choses de nouveau. Les muscles principaux, ce qu'on parle par là, ce serait les coudes, les épaules, les hanches. Puis, en gros, les symptômes de ça, ça serait vraiment une douleur intense, mais ça va vraiment se situer dans vos jointures, dans vos articulations, cette douleur-là. Plus vous bougez, plus ça va aggraver la douleur. Ça arrive pas mal plus pendant la descente, puis pas dans la montée. Ça, c'est vraiment une maladie causée par la descente et non par la décompression en montant. Par caisson, un peu, pour vous en rappeler, caisson, ça serait un peu un caisson. C'est quoi déjà? Ouais, c'est comme si vous étiez dans un caisson pressurisé. C'est un peu ça le truc pour s'en rappeler, là. Ça se peut que ce soit à l'examen, je ne saurais pas vous dire, mais pas mal ça le seul truc pour s'en rappeler. Caisson égale pression. Deuxième maladie, pneumatose de dépression. En gros, c'est quand vous montez, vous réduisez la pression, dépression. Ça va causer des douleurs à la poitrine, puis ça va vraiment s'empirer quand vous respirez, parce que votre poumon va bouger quand vous respirez, votre diaphragme va faire s'expandre ou dilater votre poumon. Vous allez avoir un certain essoufflement, puis vous allez avoir une toux sèche. Maladie de décompression. D'autres types qu'il y a. Para- Paresthésie, là, je ne l'ai jamais entendu. C'est sous la peau. En gros, c'est des bulles d'air sous la peau. Ça va vous faire des démangeaisons. Vous allez avoir l'impression d'avoir des fourmis ou des insectes. En gros, c'est des bulles d'air qui se promènent en dessous de la peau. Vous allez vraiment avoir l'impression qu'il y a des choses qui se promènent en dessous de votre peau. Parce qu'il y a des bulles d'air littéralement en dessous de votre peau puis au vaisseau sanguin. Euh, Puis c'est ça. Tout ça du système nerveux central, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des bulles d'air. Ça ressemble à un AVC, mais au lieu d'être un caillot de sang, c'est vraiment des bulles d'air dans votre sang, dans votre cerveau. Euh, Puis ça va vraiment affecter vos conditions. Narcose de l'azote, ça ressemble à l'hypoxie qu'on a parlé tout à l'heure. C'est l'inverse, en gros. Ben, en fait, c'est pas l'inverse, c'est le même principe que l'hypoxie. Vous allez avoir des sensations de bonheur, votre performance va être moindre, puis et voilà. Ça dépend vraiment de l'endroit où les bulles se rassemblent. En gros, l'hypoxie, c'est pas tant dangereux, sauf si ça se ramasse dans votre cerveau, en gros. C'est vraiment douloureux, par contre, peu importe l'endroit où c'est. Puis à un certain point, vous pouvez en mourir. C'est pourquoi en aviation, on a des règles pour ça. Dans le milieu de l'aviation, parce que quand vous montez, même quand vous êtes sorti de l'eau, suite à une plongée sous-marine, par plongée sous-marine, je parle de plongée avec une bonbonne, je parle pas de plongée en eau libre avec un masque et un tuba, c'est vraiment des plongées avec des bonbonnes que je parle, avec un détendeur, tout l'équipement. En gros, quand vous sortez de l'eau, même après être sorti de l'eau, vous avez encore de l'azote dans votre sang dans une plus grosse concentration. Si vous montez en plus en altitude en avion, vous allez avoir vraiment des symptômes aggravés. C'est ça. Si, ça se peut que vous en rendez même pas compte que vous avez une maladie de la décompression, sauf si vous avez une décompression explosive de l'avion. En gros, ça serait une perte de pressurisation de votre avion, parce que les cabines d'avion sont situées un peu environ, si vous êtes en croisière à 40 000 pieds, votre avion, en gros, la cabine va être à une pression équivalente à une pression qui serait à 7 000 pieds. C'est pour ça que la cabine est pressurisée, mais elle n'est pas assez forte, la structure de la cabine de l'avion, pour être pressurisée à l'altitude du niveau de la mer. Donc, elle va monter lentement, et elle va se stabiliser à 7 000 pieds, pendant que votre avion vole à 40 000 pieds. Ce qui va se passer s'il y a une décompression explosive, ça ferait un trou dans l'avion, un hublot qui brise ou peu importe, une porte qui ouvre. Votre pression de l'avion va tout de suite chuter, se commencer à celle de 40 000 pieds. Puis là, je vous épargne les détails, mais vous allez avoir les mêmes douleurs et problèmes que la maladie de la décompression, mais vraiment d'une façon intense. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas voler après avoir fait de la plongée sous-marine. Si on a fait une plongée avec des paliers de décompression, en gros, les paliers de décompression, c'est quand vous êtes en plongée, vous devez remonter lentement dans votre plongée pour laisser s'échapper doucement les bulles d'azote. Ça dépend des plongées. Plus vous plongez profondément, plus vous devez en faire. Et en gros, c'est ça. Si
Si vous en faites, vous devez attendre 12 heures avant d'aller voler. Si vous n'en avez pas fait de palier, plutôt, vous devez attendre 12 heures avant d'aller voler. Si vous ne devez pas aller au-dessus de 8 000 pieds. Si vous allez au-dessus de 8 000 pieds, vous devez attendre 24 heures. On parle de 8 000 pieds par rapport au niveau de la mer ici. Si vous avez fait des paliers de décompression, vous attendez 24 heures, peu importe l'altitude prévue du vol. Ces règles-là aussi, le public en général ne le savent pas, mais ça s'applique vraiment à tout le monde. Si vous êtes dans un avion puis il y a une décompression explosive, vous allez avoir les mêmes symptômes qu'un pilote, puis possiblement la mort. Donc, c'est là tout passager, ça vaut la peine de respecter ces règles-là. Souvent, les plongeurs sont au courant, c'est dans leur cours de plongée. J'ai fait le cours de plongée, c'est dans le cours de plongée sous-marine. C'est clair pour tout le monde? Pas de questions? On continue. Petite question pour vous. On a fini ce module-là. C'est quoi l'hypoxie? Allez-y, M. Moreira. C'est lorsqu'on n'a pas assez d'oxygène dans nos globules rouges, ce qui évite le fonctionnement du corps. Ouais. Si vous voulez nommer un type d'hypoxie? Hypoxie, hypoxite. Hypoxie. Hypoxique ou histotoxique que vous voulez nommer? Vous savez? Ça serait quoi, selon vous, l'hypoxie hypoxique? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est lorsque nos poumons ne sont pas capables d'absorber assez d'oxygène, malgré qu'il en a. Ça ressemble à ça. Monsieur Provencher, voulez-vous rajouter quelque chose? Vous avez levé la main. Ben, c'est environ à 10 000 pieds là, que ça commence les symptômes. Là. C'est vraiment l'oxygène qui n'est pas assez présent dans l'air pour vos poumons qui ne sont pas capables de l'absorber exactement. Un autre type d'hypoxie anémique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me nommer c'est quoi? M'expliquer c'est quoi? Là, j'ai 2 personnes qui ont déjà la main levée. On va y aller dans l'ordre. Voulez-vous essayer, Monsieur Wallet? Ben là, maintenant, c'est l'inverse. C'est le sang qui n'est pas capable d'absorber l'oxygène. Exactement. Puis, hypoxie histotoxique, est-ce que quelqu'un veut nommer c'est quoi? M'expliquer c'est quoi? Monsieur Espinoza, voulez-vous y aller? Oui, monsieur. Le sang ne peut pas absorber l'oxygène à cause de produits chimiques ou de drogue. Ça ressemble à ça. Ouais. Puis, pour la dernière type, est-ce qu'il y en a qui se souviennent c'est quoi? Monsieur Provencher ou quelqu'un qui n'a pas répondu encore, voulez-vous essayer? Non? Monsieur Provencher, allez-y. C'est l'hypoxie stagnante. C'est quand il y a des problèmes respiratoires à cause que c'est comme bloqué. Là, tu peux c'est comme bloqué là, à cause de tes vêtements, d'une mauvaise posture et tout ça. C'est ça, exactement. Donc, ces types-là, pour ceux qui n'ont pas participé beaucoup, c'est vraiment à savoir aux examens de Transport Canada et des cadets, on va vous le demander assurément à chaque examen. Donc, assurez-vous de bien les savoir. On a déjà répondu à cette question-là. Ouais, c'est quoi l'hyperventilation? Quelqu'un qui n'a pas répondu encore? Tout le temps les mains qui lèvent la main. Est-ce d'autres qui voudraient essayer? Non? On va aller dans l'ordre alors. Monsieur Moreira, allez-y. C'est lorsqu'on prend trop de respiration rapide et profonde, ce qui débalance le balancement d'oxygène et de CO2, ce qui, à la fin, fait notre corps s'évanouir, puis pour ensuite, à la fin, se restabiliser. Exactement. Puis est-ce que vous savez comment la contrer, cette hyperventilation-là? Comment la soulager, si on veut? Oui, c'est soit par des méthodes de respiration, comme de respirer par le nez, expulser par la bouche, de se calmer en général et de juste manuellement contrôler notre taux de respiration. Je ne sais pas comment le dire. Ça serait vraiment de faire des exercices pas de relaxation, mais de respiration, c'est ça, comme vous avez dit. Super. Euh, ouais, symptômes de l'hypoxie. Vous voulez en nommer quelques-uns? Là, on va demander à d'autres. Allez-y, en fait, le premier qui parle, allez-y. C'est pas qui. Je vois pas l'ordre présentement. Monsieur Wood, allez-y, ouais. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, oui. Oui. Donc, dans les symptômes de l'hypoxie, il y aurait, mettons, un sentiment de bien-être, une petite euphorie qu'on peut ressentir. Exactement. Puis,
On pourrait avoir des vertiges, puis mettons avoir des capacités motrices, puis des mentales qui vont être diminuées dû au manque d'oxygène. Exactement. Puis ça commence à quelle altitude l'hypoxie? C'est à quelle altitude qu'on doit chronométrer un peu notre vol si on n'a pas d'oxygène de pressurisation? Ça serait Là, à moi, allez-y 10, aussi. à 10 000 pieds, ben, entre 10 000 pieds et 13 000 pieds, puis au-dessus de 13 000 pieds, ben là, il faut avoir de l'oxygène. Exactement. Là, il y a un cadet qui veut rentrer. Monsieur Toby Bischoy, est-ce que vous m'entendez? OK. Il n'est pas dans Teams des cadets, c'est bizarre. OK. Ouais, exactement, les symptômes, c'est bon. 30 minutes. Oh, 13 000 pieds, ça vous en prend tout le temps. Donc, on a fini ce module-là. Il y a d'autres questions concernant tout ce qu'on vient de voir. Il y a déjà du monde qui ont la main levée. Monsieur Oteza, voulez-vous. Désolé, monsieur, j'ai pas de questions. OK. Puis, monsieur Provencher, ça va aussi. Vous faites juste baisser votre main s'il n'y a rien. Puis... Ben, en fait, c'est plus pour savoir le PowerPoint, là. Est-ce qu'on peut l'avoir quelque part ou. Ah oui, exactement. Normalement, vous devriez l'avoir. Je vais partager mon écran au complet. Comme ça, vous allez voir le moyen de vous y rendre. C'est parce que le PowerPoint puis les plans de cours, tout ça, sont pas encore disponibles dans SharePoint. Ça. OK. Ça se peut qu'ils ne soient pas là encore. Moi, je les ai eus hier aussi. Mais disons ceux de la dernière fois, là, parce que moi, j'étais pas là au dernier cours. Est-ce qu'on peut avoir les PowerPoint quelque part ou ils sont tous pas disponibles? Essayez de me Non, ils trouver sont ça. disponibles. Je pense, je les ai vus là, mais juste double check, mais je pense pas, je suis pas mal sûr que oui. Ça serait dans. Ça n'a pas rapport. Ça non plus. Ils sont pas dans le fichier, dans l'URCS peut-être. Vous avez les enregistrements dans le SharePoint en tant que C'est tel. dans Resources. 408. Ils sont pas là encore, c'est ce qu'on a vu tantôt. Ils devraient être là dans pas long. Normalement, d'ici la fin de la semaine, ils devraient être là, comme je disais tout à l'heure. Super, on va commencer. Donc là, je regarde maintenant 88.02. Physiologie aéronautique. 4 points d'enseignement dans ce cours-là. Premier point, orientation, désorientation. Technique de balayage visuel, ça c'est pour balayer le ciel pour chercher d'autres avions pour être en collision avec nous, en risque de collision. La fatigue et la conscience situationnelle. Donc, orientation et désorientation. En gros, l'orientation, ce que c'est savoir où est-ce qu'on est, la position de nous, en fait, par rapport à autre chose, par majeure partie la Terre, ou une carte, ou un environnement. Puis, processus d'orientation, c'est vraiment des indices visuels que ça va, qui vont vous aider à vous repérer. Indices visuels ou chronométrer, ou par exemple, parler avec un contrôleur aérien qui va vous donner des caps ou une position, littéralement. Quand les références visuelles sont minimales ou contradictoires, ça peut vous faire une sorte de désorientation et de la confusion. Vous allez vous sentir confus, vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Et souvent, ça va amener du stress. Donc, il y a deux types de désorientation. Celle qui est reconnue. Donc, vous savez que vous êtes désorienté. Vous pouvez contrer ça. Vous pouvez prendre des mesures pour contrer cette désorientation-là. L'autre type, c'est que vous ne savez même pas que vous êtes désorienté. Vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit, mais en réalité, vous n'êtes pas du tout là. Vous ne savez pas ça. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour le contrer parce que vous ne savez même pas que vous êtes désorienté. Ça peut faire une perte de maîtrise de l'aéronef, puis c'est pas mal une des majeures causes d'accidents d'aéronef dans le monde entier. Souvent, ce qui arrive, c'est du monde qui rentre dans des nuages, qui pensent qu'ils sont en vol rectiligne, mais qu'en réalité, ils sont en spirale descendante et qui va à un certain point, dépasser les facteurs de charge maximum de l'avion et littéralement rentrer dans le sol. Donc, les illusions sensorielles maintenant. En gros, ouais, ok. Donc, en gros, c'est votre cerveau qui ne va pas interpréter de la bonne façon les informations sensorielles, puis c'est avoir des informations erronées sur vous ou votre position par rapport à l'espace. Euh, par vous, en fait, on parle de votre avion ou de vous par rapport à votre avion. Deux choses différentes. Ça se produit pas mal dans des conditions IFR, donc conditions de vol aux instruments.
Instrument Flight Reference. En gros, c'est du vol dans du mauvais temps, dans les nuages ou la nuit. La nuit, vous êtes capable de voir, mais s'il n'y a pas de référence au sol ou de lumière, vous pouvez finir par plus avoir assez de références. Donc, ça peut vraiment être fort. C'est même pas le savoir que vous êtes désorienté. Euh, ok, ouais, ça s'est traduit un peu, je pense. Mais ouais, donc c'est ça. Vous savez pas que vous êtes désorienté, puis vous savez pas comment vous en sortir parce que vous savez même pas que vous êtes désorienté. C'est comme un cercle vicieux. Euh, Puis une des meilleures façons de contrer ça, c'est d'avoir une certaine formation de vol ou d'instrument pour savoir comment s'en sortir. En gros, ce qui est dur, c'est de faire la transition entre des références extérieures et des références aux instruments. Souvent, le monde va continuer à regarder l'extérieur, ils vont pas suivre à leurs instruments, et ils vont finir par se ramasser dans des situations dangereuses comme des spirales ou des descentes en piqué. Par référence, on parle du sol, des étoiles ou n'importe quoi. Tout ce qui est une référence, c'est quelque chose qu'on peut se fier pour savoir notre position par rapport à cette chose comme référence, comme le sol. Illusion somatographique. Gravique. C'est graphique en réalité. Attendez un peu. Ça va m'aider. Illusion somatographique, ok. Ok, c'est ça. Je suis juste mêlé. Ok, donc c'est ça. Illusion somatographique par rapport à la gravité. Ah, ok, c'est ça. Ouais. Gravité, gravique. Ok, je t'ai mêlé. Donc, c'est des illusions d'accélération. C'est souvent fait, c'est souvent causé en fait par des mouvements de votre avion dans des conditions de vol aux instruments ou de vous qui ne savez pas où vous êtes. Vous allez avoir une certaine désorientation causée par ça. Vous allez avoir, par exemple, l'impression quand vous mettez de la puissance dans votre avion que vous accélérez, vous allez avoir l'impression que votre nez se cabre. Donc, vous allez pousser sur le nez. Ce qui va se passer, bien, vous allez constamment pousser parce que vous accélérez quand vous poussez sur le nez. Puis vous allez finir par rentrer dans le sol. Ça, c'est si par exemple, vous n'êtes pas en train de voler aux instruments dans des nuages. Puis ça vient des otolithes. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi les otolithes? En gros, les otolithes, c'est dans les oreilles. C'est des petits poils dans les oreilles qui baignent dans un liquide. Puis ce liquide-là, en gros, se promène dans vos oreilles. Puis c'est ça qui vous donne votre référence par rapport au sol. Ça ressemble à ça. Sur accélération, vous allez avoir l'impression d'être cabré. Si vous décélérez, c'est l'inverse. Vous allez avoir l'impression de piquer, donc vous allez tirer sur la manche pour contrer ça. Donc, c'est ça. Donc, des lésions causées par de l'information contradictoire qui proviennent du système vestibulaire. Le système vestibulaire, c'est ce que j'ai parlé, c'est dans les oreilles. Puis quand vous êtes dans un virage coordonné, en gros, virage coordonné, c'est un virage que le taux de virage ne change pas. Vous êtes à la même inclinaison. Ce qui va se passer, au début, quand vous commencez à virer, vos otolithes, votre liquide dans vos oreilles, va vous donner l'indication que vous tournez. Mais si vous restez longtemps dans le virage coordonné, le facteur de charge, en gros, la gravité va être perpendiculaire à vous vers le sol. Puis ce que ça va faire, ça va vous donner l'impression que vous ne tournez plus, que vous êtes rendu à l'horizontale, mais en réalité, vous êtes en train de tourner. Donc, ce qui va se passer, quand vous allez ramener vos ailes à l'horizontale manuellement avec vos mains, vous allez avoir l'impression que vous tournez encore plus. Donc, ce qui va se passer, vous allez finir par faire une spirale ou un virage méga grande inclinaison. C'est ça. Vous allez avoir l'impression de ramener les ailes à l'horizon, mais en réalité, ça va être l'inverse. J'ai des questions par rapport à ça. Donc, l'effet de Coriolis. Ça, c'est une mauvaise interprétation de votre corps, de votre orientation. Ça va causer une nausée. Ça arrive pas mal euh, quand vous êtes dans des conditions d'instrument, puis que vous êtes en train de regarder votre carte. Vous regardez votre carte pour faire ça, dessiner ou tracer des caps ou mesurer des distances. Puis que vous regardez un petit peu dans la direction opposée. Par exemple, votre avion vole directement devant vous, en ligne droite, comme d'habitude, puis vous regardez à gauche ou à droite votre carte, en dessous de vous. Là, vous allez avoir vraiment une illusion bizarre. Vous allez comme avoir l'impression, là, ça le dit de tomber, mais vous allez vraiment avoir l'impression de ne plus savoir où vous êtes où. Avoir l'impression d'être en chute libre, c'est ça.
Comme si vous étiez dans l'espace un peu. C'est vraiment bizarre. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Ouais, ça, je l'ai déjà. Ouais, je pense que ça peut marcher. Si vous vous mettez sur une chaise de bureau, puis que vous tournez sur vous-même, puis qu'ensuite de ça, vous tournez votre tête dans le sens opposé de votre rotation de votre chaise, là, vous allez vraiment avoir cet effet-là. Ou si, par exemple, vous tournez sur votre chaise, puis vous mettez votre tête penchée vers l'avant en tournant, puis vous vous levez après avoir tourné. Là, vous allez avoir vraiment la difficulté à rester droit, ça se peut que vous tombiez sur votre dos. C'est un peu un moyen d'expérimenter ces effets-là. Donc, ouais, ce que vous allez voir, avoir comme lésion visuelle, vous allez avoir l'impression que quelque chose est plus proche qu'elle l'est en réalité. Ou bien votre cerveau va vouloir voir quelque chose, va vous faire croire qu'il voit quelque chose, mais qu'en réalité, ça n'existe pas, cette chose-là. Ce qui peut arriver, c'est si vous êtes en approche pour atterrir sur une piste qui est ascendante. Par piste ascendante, ce qu'on veut dire, c'est une piste qui monte dans la direction où vous arrivez. La piste va monter. Vous allez avoir l'impression d'avoir un surplus d'altitude. En gros, le début de la piste par rapport à vous va être plus bas. Vous allez avoir l'impression d'être plus haut. Puis le bout de la piste va être plus bas, va être plus haut vu qu'elle est en montée. Vous allez avoir en résultat tendance à voler trop bas. Si vous voulez être à la même altitude que la normale, si on veut, par rapport au début de la piste qui est plus bas que normalement. Si la piste est étroite, vous allez avoir l'impression d'être trop haut. C'est comme la plus normale, en fait. Plus vous descendez, plus votre piste va prendre de l'espace dans votre champ de vision. Si vous êtes sur une piste plus petite, ben, vous allez avoir l'impression d'avoir une piste qui est comme une autre, comme une piste normale. Vous allez vous fier à votre référence d'une piste normale, en fait, puis vous allez vouloir arriver plus bas que prévu. Si vous volez dans un sol sans détail désertique, l'hiver, surtout, ça peut arriver dans les plaines ou dans un désert, ouais. Vous allez avoir l'impression d'avoir un surplus d'altitude, encore une fois, et de voler trop bas. S'il pleut, ça, c'est l'illusion la plus courante. Quand il pleut, vous allez avoir l'impression d'arriver trop haut en approche. En gros, la pluie sur votre pare-brise de votre avion va faire de réfraction. Il va réfracter la lumière puis vous donner l'impression de voler trop haut. Donc, vous allez arriver trop bas. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que quand vous faites votre arrondi, vous le faites trop tard, votre arrondi, puis vous rentrez dans la piste. La brume, même chose. Ça va faire le même effet. Si vous arrivez sur une piste descendante, ben, c'est l'inverse de la piste ascendante. Vous allez avoir l'impression d'être trop bas. Donc, vous allez arriver trop haut. Quand vous allez faire votre arrondi, ça se peut que vous soyez perdu un peu, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Puis à l'inverse, si la piste est large, vous allez avoir l'impression d'être trop bas, puis vous allez arriver trop haut. À l'inverse de la piste trop petite. Pas mal logique ces effets-là, sauf la pluie. Ça vaut la peine de le noter. Oui, allez-y, monsieur Espinoza. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que c'est des Oui. choses qu'il faut absolument savoir dans l'examen? J'imagine que c'est important de savoir ça. C'est des bonnes connaissances. Je ne saurais pas vous dire s'ils sont à l'examen, mais si je vous fie un peu pas à la logique, mais un peu Ouais, c'est si vrai vous que le visualisez. La piste descendante et ascendante, c'est pas mal simple à voir. Si vous visualisez un avion, vous allez le voir que l'avion est trop haut. Le seul que je vous dirais qui vaut la peine de noter, qui peut être confondant, c'est de la pluie, qui vous donne l'impression d'être trop haut. La pluie et la brume. Ces deux-là, ça se peut que vous vous mêliez avec. merci beaucoup. Merci. Donc, prochain point d'enseignement, les techniques de balayage visuel. En gros, quand vous volez à vue, vous devez avoir des références extérieures, puis vous devez savoir s'il y a d'autres trafic étant les avions, où est-ce qu'ils sont et comment les éviter. Donc, ce que vous voulez faire, vous voulez balayer l'extérieur. C'est ça. Pour avoir un horizon ou une assiette, pour avoir une assiette en fait de vol normal, qui n'est pas cabré, qui n'est pas en virage, vous devez regarder l'horizon pour voir votre avion par rapport à cet horizon. On peut regarder le sol. L'horizon, en gros, c'est. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'horizon, c'est vraiment quand vous regardez le sol, c'est vraiment l'endroit le plus loin que vous arrivez à discerner. C'est comme un peu pas le vide, mais au bout de la Terre, si on veut. C'est là où la Terre fait une courbe, puis vous ne voyez plus l'horizon. Si vous ne voyez plus l'extérieur, les références visuelles, en gros, ben, vous allez avoir les désorientations qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez être ébloui. Si vous avez le soleil devant vous, par exemple, pendant que vous volez face au soleil, le soir ou le matin, vous allez avoir tendance à vouloir plisser les yeux pour chasser la lumière, pour ne pas être ébloui.
Puis ça peut réduire votre visibilité de l'extérieur, votre vue par rapport, en fait, à tout ce qui dort. Pour contrer ça, ben, le meilleur moyen, c'est de mettre des lunettes de soleil ou de mettre des panneaux. Souvent dans les avions, il y a des espèces de, comme dans les voitures, des panneaux pour cacher le soleil. D'autres avions ont des panneaux teintés qui vous permettent de voir à travers. Mais la plupart du temps, c'est comme les voitures, là, des petits panneaux que vous sortez pour cacher le soleil. Si vous restez exposé trop longtemps face au soleil, sans lunettes de soleil, ben, vous allez faire des dommages à vos yeux. À certains points extrêmes, vous pouvez perdre votre certificat médical d'aviation. C'est pour ça que les lunettes de soleil, ça vaut vraiment la peine d'en avoir, surtout ceux qui sont certifiés UV, protection UV. Par contre, faites attention, les lunettes de soleil, de ne pas acheter des lunettes polarisées. Les lunettes polarisées, en gros, dans certains avions, ça se peut que vous n'arriviez pas à voir les instruments. Ça se peut que ça vous cache en fait les instruments, que vous voyez des espèces de lignes bizarres dedans. Ou si à travers le pare-brise, ça peut arriver. Monsieur Moreira, allez-y. Si moi j'ai des lunettes polarisées puis j'applique pour le camp de planeur, puisqu'on fait du vol VFR, est-ce que c'est aussi grave que ça ou il faut absolument que je m'achète une paire de lunettes UV? Pour le planeur en tant que tel, ça ne dérange pas. Je vole souvent en fait, avec des lunettes polarisées en planeur. Ce qui va arriver, c'est que votre radio, c'est vraiment le seul instrument qui est électronique dans le planeur. Votre radio, ça se peut que vous n'arriviez pas à avoir les chiffres dessus. Tout ce que vous faites, c'est que vous tassez vos lunettes, vous regardez, vous la réglez, puis vous les remettez. Mais de toute façon, la radio en planeur, vous n'y touchez pas tant que ça. Vous la réglez une fois, puis c'est réglé après pour le reste de la journée. OK, merci. Ouais, c'est ça. Par contre, ceux qui vont appliquer sur Power cet été, essayez d'investir dans des lunettes qui sont non polarisées. Sinon, vous allez vous faire avoir un peu. Euh, ouais, donc, l'évitement des collisions, en gros, vous voulez être vu, puis vous voulez voir. Ça ressemble à ça. Donc, quand vous êtes occupé à piloter, vous faire des manœuvres de décrochage, vous simulez des décrochages, vous faites des manœuvres de pratique. Ça se peut que vous ayez de la difficulté à voir d'autres aéronefs parce que vous êtes occupé à faire d'autres choses. Donc, c'est pour ça que. OK, il n'en parle pas. C'est pour ça que sur les avions, on a des phares, des lumières qu'on peut allumer pour mieux se faire voir. Euh, la- Ça peut arriver que certaines fois, les écoles de pilotage vous forcent à éteindre les lumières le jour. C'est pour éviter des usées pour rien. Moi, par contre, quand je vole à Québec, en fait, je fais mon cours de pilote à Québec présentement, pilote commercial. Quand on est dans la zone d'entraînement, c'est une zone où il y a beaucoup d'avions qui volent en même temps. Souvent, quand on est dans des avions avec des lumières d'ailes en avant, des LED en fait, c'est des lumières qui durent très longtemps. On a le phare d'atterrissage. Des fois, je laisse allumer. Quand je vois qu'il y a beaucoup de trafic, je le laisse allumer pareil, juste pour être vu. Même si on est les jours, la lumière d'atterrissage est très visible. Donc, ça peut vous aider à éviter des collisions avec d'autres personnes qui sont inattentives. Mais la plupart du temps, vous les laissez éteindre le jour. Myopie spatiale, en gros, euh, c'est ça. Vous regardez à l'extérieur, mais il n'y a rien à voir. Pas trop comment l'expliquer. Ok, moi, je ferai. C'est quand vous regardez à l'extérieur puis qu'il n'y a rien. En gros, si vous regardez à l'extérieur, vous allez focuser, vos yeux vont focuser sur le sol, au sol, en fait. Vous n'allez pas voir ce qui est entre les deux. Puis à l'inverse, si vous regardez le ciel, ben, vous allez comme pas avoir de référence pour focuser, puis vous allez focuser comme à l'infini. Puis pour ça, quand il y a des objets qui sont loin, vous n'arrivez pas à les voir, puis vous les voyez souvent à la dernière seconde, 1 à 2000 de distance par rapport à vous. C'est-à-dire pas beaucoup de temps pour réagir. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un balayage, il faut essayer de focuser, changer son focus en regardant à l'horizon. C'est un peu comme si vous mettez votre main devant vos yeux, puis vous focussez sur vos mains, vous voyez votre main, puis que vous regardez après ça votre ordinateur en arrière, vous allez voir, il y a comme une espèce de petit délai avant que ça focus. Si vous êtes capable de changer manuellement ce focus-là, ça peut aider. Vous allez peut-être réussir à discerner mieux les objets à une certaine distance. Réponse cinétique, si les objets bougent, vous avez une meilleure chance de les voir. Euh, Pas mal ça. Quand des objets bougent, c'est comme du camouflage un peu. C'est pour ça que les animaux, quand ils se cachent dans la forêt, ben, ils ne bougent pas, ils ne veulent pas se faire voir. Donc, ça. Puis s'ils se déplacent par rapport à l'horizon, de gauche à droite par rapport à vous, vous allez avoir une meilleure chance de le voir, l'avion, que s'il s'en vient face à face avec vous. S'il vient face à face avec vous, tout ce qui va arriver, c'est qu'il va grossir progressivement, lentement. Puis plus il est proche, plus il va grossir rapidement dans votre champ de vision. Mais s'il se déplace de gauche à droite par rapport à vous ou perpendiculaire par rapport à votre direction, vous allez avoir une meilleure chance de voir l'avion. C'est un peu le même principe.
Euh, L'attente. Donc, si vous êtes. Ça se peut que. C'est vraiment l'effet psychologique. Si vous êtes sûr, vous avez fait vos appels radio dans une zone non contrôlée, vous savez qu'il n'y a personne qui est sur la radio, mais qu'il y a pareil quelqu'un qui vole dans la zone d'entraînement ou dans l'espace aérien non contrôlé, puis qu'il y a une radio qui ne marche pas ou qui n'a juste tout simplement pas de radio. Ça se peut que vous allez juste vous dire: Ah, il n'y a personne. J'ai appelé la radio, j'ai demandé, il n'y a personne dans les environs. Et vous faites juste relâcher un peu votre attention et arrêter de regarder dehors. Ou vous continuez même à regarder dehors, puis vous allez avoir. Votre cerveau va se dire dans sa tête, dans votre tête, qu'il n'y a personne. Donc, il ne va pas chercher psychologiquement un avion dans l'environnement. Ça se peut que vous le regardez directement l'avion, mais que vous ne le voyez pas. C'est comme un peu un effet psychologique. Donc, c'est ça. Donc, le balayage qu'on fait en vol, on l'organise. On ne fait pas juste regarder partout un peu en même temps. On va balayer de gauche à droite, puis de haut en bas. Donc, en gros, ce que vous faites, vous partez de la gauche, vous passez en segments, vous divisez en fait votre vue en segments, puis vous changez votre regard progressivement sur cette section-là. Donc, vous arrêtez peut-être 2-3 secondes dans cet espace-là pour regarder. C'est ça, vous y allez lentement. C'est pour ça, c'est pas mal ça. Légèrement au-dessus de l'horizon, puis légèrement en dessous. Donc, vous regardez de gauche à droite, en haut et en bas. Prochain point d'enseignement, la fatigue, perte d'énergie ou de force. Fatigue aiguë, c'est vraiment à court terme. Si vous avez travaillé beaucoup physiquement, vous avez fait beaucoup de sport, vous allez être fatigué à court terme après. Puis ça se peut aussi que ce soit à cause d'un manque de sommeil. Vous avez mal dormi en fait. Vraiment, la seule chose à faire, c'est de dormir, faire une sieste. Le café, ça peut aider, la caféine. Par contre, c'est vraiment à court terme. Vous allez prendre du café ou de la caféine, peu importe ce que vous prenez. Vous allez, à court terme, peut-être 1 heure, être réveillé. Par contre, après ça, vous allez faire pas un cut, vous allez comme. Vous allez revenir à la situation que vous aviez avant de fatigue aiguë, même peut-être pire encore, parce que pendant ce temps-là, votre corps s'est fatigué. Donc, c'est vraiment à court terme que ça peut aider le café ou la caféine. Fatigue chronique, c'est une fatigue à long terme. Si vous avez un manque de sommeil sur plusieurs nuits, vous dormez mal pendant une semaine. C'est pas, il y a du bruit dans votre chambre, il y a beaucoup de voitures qui passent, vous vous couchez trop tard, tout simplement. Ça, c'est vraiment tout ce qui peut aider pour réparer ça, c'est de dormir bien pendant plusieurs jours. C'est pas juste une longue nuit de sommeil qui va aider. Et aussi, c'est pas nécessairement de dormir très longtemps pendant la nuit qui va aider. Vous ne pouvez pas vous dire Ah, j'ai dormi 4 heures les 3 derniers jours, à chaque jour, 4 heures chaque jour, puis vous dire Ah, je vais dormir 12 heures cette nuit. Ça va pas aider. Ça peut même être pire de dormir trop. Ça se peut que vous avez déjà vécu ça. Si vous vous réveillez tard, vous êtes en fin de semaine, vous vous réveillez en fin d'avant-midi, vers l'heure du dîner. Puis vous n'avez pas nécessairement besoin de dormir autant. Ça se peut que vous soyez même autant fatigué que si vous n'aviez pas assez dormi. Les effets de la fatigue, là, je ne vous apprends pas des choses nouvelles. Vous avez les idées embrouillées, temps de réaction plus long. Vous n'avez pas nécessairement une bonne attention. C'est un peu à l'école. Si vous avez mal dormi avant d'aller à l'école, vous n'êtes pas très attentif. Euh, vous êtes endormi, perte de la connaissance, puis de la situation. Euh, les principaux facteurs en aviation qui vont vous être dangereux, c'est vraiment la perte de connaissance de la situation. Vous êtes peut-être capable d'avoir une conscience situationnelle, euh, puis l'attention, puis le temps de réaction surtout. Ça peut être dangereux. En fait, tous ces facteurs-là sont dangereux. Donc, la fatigue, la meilleure façon de la combattre, ben, avoir une bonne condition physique. Plus vous êtes en forme, plus votre corps va être résistant. Puis plus vous êtes capable de faire des tâches dures, souvent. Si vous avez une mauvaise condition mentale, si vous avez des troubles dans votre tête, des problèmes dans votre vie, ça se peut que votre fatigue soit plus rapide à arriver. Bien manger, être bien hydraté. Souvent, l'hydratation, c'est vraiment ce qui va être le plus dangereux. Si vous n'avez pas assez bu assez d'eau, vous allez être déshydraté. Dans les facteurs de la déshydratation, ben, vous allez retrouver les mêmes facteurs que la fatigue. Puis ça va causer la fatigue vice-versa. Se reposer, prendre des pauses, faire des siestes, à la limite. Prendre des pauses, c'est ça. Ça ressemble à ça.
Dormez suffisamment, c'est ça. Donc, pour vous, les adolescents, bonus sommeil, on parle de 8 à 9 heures de sommeil. Vous n'êtes pas les adultes encore. Donc, un bon 8 heures à 9 heures de sommeil, c'est un minimum. Minimum 8 heures si vous voulez être assez en forme pour travailler, voler ou aller à l'école. Donc, la conscience situationnelle maintenant. La définition de ça, en gros, c'est la perception. En gros, c'est savoir ce qui nous entoure, savoir où est-ce que vous êtes dans le temps, savoir ce qui va se passer. C'est un peu savoir ce qui se passe. Donc, c'est vraiment essentiel, la conscience situationnelle, pour la bonne prise de décision. Si vous ne savez pas où vous êtes où, puis vous faites un virage, par exemple, en planeur, c'est pas mal plus critique qu'en avion. Si vous faites un virage dans la mauvaise direction, par exemple, dos au vent, puis que vous éloignez votre piste encore plus, puis que vous êtes à une basse altitude, ça se peut que vous ayez même plus, vous ayez plus le temps après de revenir à votre piste, vu que vous descendez tout le temps en planeur. Donc, c'est vraiment savoir quoi faire, savoir où vous êtes, savoir ce qui va arriver après chaque action que vous prenez. Ça prend pas mal beaucoup de travail, ça prend de l'aide pour l'améliorer, sa conscience situationnelle. Puis, c'est ça, quand on parle des choses qui vont nous influencer, on parle du vent ou des autres avions. Un tableau de situation aérienne, en gros, ce qu'on parle par rapport à un tableau, c'est savoir, mettons, si vous êtes en planeur, si vous faites un cours cet été, vous allez souvent évoluer dans des zones d'entraînement. Les zones d'entraînement, en gros, c'est une zone où il y a plein d'avions qui font des manœuvres. Donc, si vous êtes capable de savoir en tout temps où est chaque avion dans votre zone d'entraînement, vous savez ce qu'ils vont faire. Mettons, lui, l'autre avion va dire je vais faire une remise des gaz, je vais monter à telle altitude, dans telle direction. Puis que vous évoluez dans ce même secteur-là, vous allez savoir comment corriger ces situations-là, comment s'en sortir. En gros, c'est vraiment la prévision. C'est vraiment anticiper ce qui va arriver. Il y a 3 niveaux de conscience situationnelle. La perception, c'est ce que vous voyez puis entendez. La compréhension, donc par rapport à ce que vous avez vu, vous comprenez ce qui se passe, ce qui peut vous influer. Puis la projection, c'est capable de savoir ce qui va arriver dans le futur par rapport à vos actions. C'est ça. La conscience situationnelle géographique, c'est par rapport à vous puis l'aéroport. En gros, par rapport à la géographie extérieure. Spatiale, ça, c'est par rapport à votre avion, comment votre avion évolue dans l'air, sa, sa vitesse, son altitude, euh, son taux de descente, son trajectoire de vol qui peut euh, advenir à faire une collision avec le sol si vous ne savez pas où vous êtes où. Les systèmes de l'avion, si votre pompe, pas votre pompe, si votre alimentation d'essence est fermée dans votre avion, si votre carburateur est en train de givrer, si votre moteur est en un mauvais régime pour une situation donnée de vol. En gros, c'est savoir comment votre avion va. Et environnemental, ben, c'est les vents, la condition météo, les nuages, ça ressemble à ça. Opérationnel, ben, c'est les autres trafics, les autres planeurs, les autres avions, ce qui va se passer avec eux autres dans le temps. Ce qui affecte la conscience situationnelle maintenant. Donc, l'avion qu'on voit à droite, ceux qui sont curieux, c'est un avion remorqueur des cadets, un Superdog, qui remorque les planeurs. Donc, les facteurs qui vont affecter la conscience situationnelle. Mauvaise gestion de la reconnaissance de la situation. En gros, c'est si vous n'appliquez pas les bonnes techniques de balayage visuel, puis vous ne savez pas comment écouter la radio. C'est ça qui va vraiment affecter la conscience situationnelle. Vous gérez mal les priorités. En gros, on a un peu un dicton, si on veut, en aviation, qu'on utilise pour évoluer dans les airs. C'est aviate, navigate, communicate. Donc, ce que ça veut dire, aviate, c'est piloter son avion. Navigate, c'est naviguer. Donc, communiquer, c'est parler de la radio. Donc, en premier lieu, ce qu'on fait, si on a une urgence, on va piloter notre avion en premier. En deuxième, on va le naviguer. Par rapport au sol, on va savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis ensuite de ça, on va communiquer à la radio. Donc, vous voulez en tout temps avoir le contrôle sur votre avion, puis où vous êtes par rapport à l'environnement, puis ensuite parler à la radio. Donc, c'est ça les priorités pour la conscience situationnelle, puis toute l'aviation en réalité, tout ce qui est pilotage. Si votre attention est mal canalisée, ça va affecter aussi votre conscience situationnelle. Distraction par des stimuli non pertinents, ça peut être un téléphone intelligent qui sonne dans votre poche.
de la musique qui joue, par exemple. Si vous avez de la musique dans votre avion, ça peut vous distraire. Et si vous avez une faible charge de travail, si vous êtes en vol de croisière, souvent ce qui arrive, vous aurez tendance à vous dire que si vous avez une charge de travail plus facile, que tout va être plus facile en fait. Mais à l'inverse, avec le temps, si vous avez tout le temps euh, rien à faire pendant un certain temps, vous allez relâcher votre attention, puis vous allez laisser passer des choses. Vous allez peut-être manquer d'autres avions qui vont dans le ciel, euh, peu importe quoi. Donc, c'est pas nécessairement une bonne chose d'avoir une faible charge de travail à un certain point. Donc, petite question, c'est quoi la conscience situationnelle? Monsieur Moreira, allez-y. C'est un mélange de plusieurs facteurs. On est conscient de notre environnement, de ce qui passe avec notre avion, avec d'autres avions, nous, personnellement, comment on se sent, est-ce qu'on est attentif, puis juste en général, être conscient de tout ce qui se passe alentour de nous et avec nous. Ça résume bien la conscience situationnelle. Euh, c'est quoi les trois, pas les trois niveaux de conscience situationnelle qu'on avait? Il y avait des noms en fait pour les trois. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Il y avait environnemental, Ouais. c'est tout que je m'en souviens, désolé. Je vais vous remettre le tableau, ça va vous aider. Donc, il y avait la perception, la compréhension et la projection. C'était ça les trois niveaux qu'on avait de conscience situationnelle. Ça, vous pouvez les noter si vous voulez. Ça se peut que ce soit l'examen. Passer à la suite. Donc, ouais, ça, c'est quoi les trois niveaux de conscience situationnelle? C'était ça la question. C'est pas les techniques, la technique de balayage visuel en avion. Euh, on va aller avec Monsieur Espinoza. Ben, regardez de gauche à droite. À la suite, regardez de gauche à droite en haut de l'horizon, puis de gauche à droite en bas de l'horizon. Si vous avez aussi en segment, si en fait le plus important c'est en segment, c'est pas juste de faire C'est un balayage comme ça. Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. Donc de gauche à droite, après ça, vous descendez un autre segment, puis vous faites ça en segment en fait de chaque niveau. Donc, c'est quoi les illusions sensorielles qu'on a? Monsieur Moreira, allez-y. Je pense que c'est lorsque, disons, on a de l'eau sur notre pare-brise, on va avoir l'impression qu'on est trop haut, mais en réalité, on vole trop bas ou des choses comme ça. À moins que je me... Y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose? On va voir en fait si vous avez toute la même perception de ça. Personne? Moi, je peux bien Monsieur Espino. répondre. Non, allez-y. Ben, des illusions sensorielles seraient des informations erronées de notre déplacement. Je pense aussi que nos points de vue, nos points de repère sont aussi soit peu nombreux ou mal placés. Ouais, ça ressemble à ça. Je vais vous les remettre. Ça vaudrait aussi la peine de les noter. Ça, c'était avant, si je me souviens bien. Ouais, c'est même les illusions qu'on parlait tout à l'heure. Il y a les illusions de Cabri par rapport à l'accélération. Comme vous avez dit, Monsieur Moreira, la pluie sur votre pare-brise, tous ces genres d'illusions-là. Si vous voulez y retrouver, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est aller voir le PowerPoint quand il sera disponible ou regarder l'enregistrement du cours. Vous avez juste à arrêter, faire pause quand vous êtes sur la diapositive que vous voulez voir. Hmm.
Donc, est-ce que vous pouvez bon, on l'a déjà fait. On décrit quelques-unes. Ah ouais, sur une piste, ok, ouais. C'est quoi les illusions visuelles qui peuvent être faites par une piste? Là, on va aller avec Monsieur Wallet. Ben, une piste trop petite peut donner l'illusion qu'on est trop haut, puis, alors qu'on est plus bas et vice-versa, là. Une piste qui serait descendante, ce serait quoi l'illusion qu'on aurait? Qu'on est plus haut, je pense. Vous allez avoir l'impression d'être trop bas avec une piste descendante. En gros, le seuil de piste que vous allez arriver va être plus haut que la normale. Fait que vous allez avoir l'impression d'être plus bas. L'illusion d'être trop haut, ça serait une piste montante. Puis Monsieur Provencher, ouais, voulez-vous essayer d'autres illusions créées par une piste? Ben, s'il y a du brouillard ou de la pluie, on peut avoir l'impression qu'on est trop par rapport à la piste. Exactement. Puis, on n'en a pas d'autres questions. Il y a quelqu'un qui pourrait me nommer c'est quoi l'illusion qu'on a en décélérant en avion? Monsieur Hood, voulez-vous essayer? Vous aviez la main levée. Pouvez-vous répéter la question? Je pensais à autre chose en même temps. Ouais. L'illusion qu'on aurait en décélérant en avion. En décélérant, d'après moi, ça va être une impression de, mettons, cabrer. Ça serait L'avion va piqué, peut-être en fait. se piquer vers l'avant parce que dans les canaux vestibulaires, les liquides vont aller vers l'avant. Donc, on va faire comme si on va avoir l'impression que notre tête elle penche vers le bas, donc l'avion penche vers le bas. Exactement. Puis ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez vouloir tirer sur le manche, puis trop cabrer l'avion. Peut-être faire un décrochage à la limite. Y avait-il d'autres questions? Monsieur Espinoza, est-ce que c'était juste une main levée que vous aviez oubliée? OK. Parfait, c'est bon. Donc, on va passer à la C'était pour suite. répondre à la question par rapport. Ah, OK, c'est bon, pas de problème. Donc, passe 3. Ce qu'on va voir là, l'hypothermie, l'hyperthermie, euh, tout ce qui est substance, anesthésique aussi, don de sang, tabagiste et vapotage. Donc, l'hypothermie, en gros, ce que c'est une diminution de la température corporelle. En gros, c'est si votre corps est à une température corporelle plus basse que la normale. Ça peut être causé par littéralement du sang froid à l'extérieur ou si vous êtes exposé très rapidement à une température extrêmement froide, comme en fait, je recommence. Ça peut être causé par une température froide qui est 5 degrés. Si vous êtes en fait comme une journée comme aujourd'hui, 5 degrés dehors, puis vous n'êtes pas assez habillé, à long terme, vous pouvez tomber en hypothermie. Ou si vous êtes dehors l'hiver à -20 pendant 10 minutes, ça se peut que rapidement vous tombez en hypothermie. C'est ça. Ça a souvent associé à des situations de survie. Si vous avez une panne moteur avec votre avion dans des régions inhospitalières, puis vous atterrissez dans l'eau ou sur la neige. Ou l'automne, tout simplement l'automne, si vous n'êtes pas assez habillé, vous pouvez tomber en hypothermie. Les dangers, c'est vos fonctions physiques et mentales qui vont diminuer. Euh, Ça va vraiment être progressif. En gros, premièrement, ce qui va se passer, votre corps va vouloir tout concentrer le sang vers vos organes vitaux. Vos extrémités vont devenir super froides, puis progressivement, ça se peut que vous ayez de la nécrose sur le bout de vos doigts. Ça se peut que vous perdiez en fait des bouts de votre peau à cause qu'ils deviennent froids. Votre corps peut se protéger puis garder ses organes vitaux en premier. Donc, les symptômes, le stade initial, vous allez avoir très froid. C'est pas mal ça. Peau blanche et cireuse, fatigue puis frissons intenses et incontrôlables. En gros, vous allez frissonner, vous allez comme vibrer pour vous réchauffer. Ça, c'est le début. C'est pas dangereux encore. Euh, Par contre, quand ça devient dangereux, c'est quand vos frissons arrêtent. Vous ne vibrez plus. C'est-à-dire que votre corps il a comme épuisé toutes ses réserves d'énergie. Puis qui va se passer? Vous allez devenir vraiment maladroit. Apathie, vous n'allez pas vouloir voir les autres. Vous allez être antisocial si on veut. Vous allez être confus. Votre rythme respiratoire va diminuer. Vous allez commencer à respirer beaucoup plus lentement. Puis à un certain point, vous allez perdre conscience. En gros, votre corps n'a plus d'énergie pour garder sa température assez haute par rapport à l'environnement. Pour prévenir l'hypothermie, est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? Pas très compliqué. On va voir si, ouais. Monsieur Morera, allez-y.
Je pense que c'est juste d'avoir chaud. Je suis pas sûr par contre. Ouais, comment vous feriez pour avoir chaud? Ben, si on est en situation de survie, on va juste faire un feu avec l'huile de moteur, puis des choses comme ça. Sinon, juste mettre des chandails ou des choses comme ça. Puis au pire des cas, on peut enlever le tapis, si on a un tapis d'avion, et de faire une sorte de chandail avec. Il y a vraiment C'est quoi, plusieurs manières, mais honnêtement, soit faire un feu ou soit juste bien s'habiller en général, ça va aider. c'est quoi que vous avez vu à votre escadron comme mesure, en fait, dans des exercices de survie pour rester au froid, rester au chaud? Ah ben, ça, c'était cet été, j'ai fait mon camp de survie d'instructeur. Fait que il y a plusieurs manières. Il y a les vêtements, puis on peut se créer des vêtements. Sinon, si on est avec plusieurs personnes, on peut se coller. Une autre manière, c'est de manger de la bouffe chaude. Ça va peut-être pas faire le problème en situation finale, mais ça va aider un petit peu. Vraiment juste être créatif, ça peut Ça aider. ressemble, ça ressemble à ça. On va voir ce qu'ils vont dire, en fait, dans le PowerPoint. En gros, être préparé. Préparez d'avance. Avant de partir en avion, vous amenez des vêtements assez appropriés pour la région que vous survolez. Même si, par exemple, euh, vous partez de Toronto, puis vous allez en avion de ligne. Ben, en avion de ligne, le monde ne le font pas, mais si vous allez en Toronto, partez en avion de ligne, puis vous allez en Europe, vous allez passer au-dessus du Canada, dans le nord du Canada. Si votre avion n'a pas de moteur, ça se peut qu'à la limite, vous atterrissiez dans les champs ou dans l'Arctique. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des kits de survie dans les avions, pour ça. Bien habillé, vêtements multicouches. Ça, vous avez déjà vu ça dans vos cours de survie. Qui demeurent secs. Donc, des vêtements qui respirent. Chapeau, gants. Une tuque, c'est vraiment très important. Une tuque, c'est, en gros, dans votre corps, l'endroit où vous perdez votre chaleur le plus vite, c'est vraiment votre tête. C'est là qu'il y a le plus de vaisseaux sanguins qui sont concentrés. Donc, c'est vraiment important quand vous êtes en survie d'avoir une tuque ou quand vous êtes en situation d'avoir une tuque. Si vous avez une pièce de vêtements que vous pouvez plier de façon à vous faire une tuque, ça va vraiment vous aider à rester au chaud. Faire un abri. Et puis, comme vous avez dit aussi, manger, ça peut aider. Euh, à court terme, pas nécessairement, mais à long terme, si vous mangez, euh, vous allez refaire vos réserves d'énergie. Votre corps, vu que vous êtes en situation de survie au froid, il va épuiser très rapidement ses calories présentes sous forme de graisse ou de glucose dans votre organisme. Donc, c'est pour ça que ouais, de manger, ça peut vous aider. Faire un feu aussi, c'est ça. Les malaises attribuables à la chaleur. Donc, la chaleur, ce qu'on parle par là, c'est la température chaude. Euh, c'est c'est ça. En gros, vous allez vraiment vous pouvez le voir beaucoup sur les carnets de cadets, sans entraînement de cadet. Rester au chaud au soleil longtemps. Un cours que vous allez vraiment rester longtemps au soleil, c'est le cours de planeur. Vous poussez des planeurs toute la journée. Il fait chaud. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bien préparé. Ce qui va se passer, en gros, dans des malaises attribuables à la chaleur, une éruption cutanée, votre peau va devenir rouge, va avoir des cloques, coup de soleil, crampes de chaleur, ça c'est en ordre, épuisement par la chaleur, puis coup de chaleur. Coup de chaleur, en gros, c'est l'hyperthermie. Ce qu'on parle par hyperthermie, une augmentation incontrôlée de la température corporelle. Donc, en gros, votre corps est plus capable de réguler sa température avec la sueur ou avec d'autres moyens. Euh, Puis il va devenir trop chaud. En gros, vous allez avoir une température corporelle plus élevée que la normale. Euh, puis, ce qui est dangereux, en gros, c'est l'inconfort en premier. Confusion, comportement irrationnel. Vous allez plus savoir ce que vous faites. Vous allez prendre des mauvaises décisions. Puis vos organes vont s'endommager. Puis vous allez même pouvoir avoir à la fin la mort qui va survenir. Donc, c'est vraiment progressif comme symptôme d'hyperthermie. C'est dans le temps que ça se développe, mais vous pouvez les contrer d'avance, vous pouvez empêcher qu'ils arrivent. On n'en parle pas tout de suite, on en parle après, désolé. Euh, on en a déjà parlé de tout ça, la faiblesse. Donc, il y a deux types d'hyperthermie, l'épuisement par la chaleur et le coup de chaleur. L'épuisement, on vient d'en parler. Le coup de chaleur, c'est à un certain point, votre corps va arrêter de faire de la sudation. La sudation, en gros, c'est la sueur que vous faites sur votre peau. Euh, Parce qu'il veut garder ses liquides corporels à l'intérieur. Il ne veut pas trop évacuer de liquide parce que vous avez plus de réserve de liquide dans votre corps. Il veut garder ça pour les fonctions vitales. Donc, votre peau va devenir très chaude et sèche. Vous allez avoir une certaine confusion, des convulsions, puis une perte de conscience à un certain point.
Pour prévenir ça, pour les reconnaître les symptômes, en gros, même si on n'est pas encore en une situation d'hyperthermie, ça vaut la peine de boire de l'eau. Quand il fait chaud dehors, quand on est au soleil, on boit de l'eau même si on n'a pas soif. Quand vous avez soif, il est trop tard. Vous avez déjà commencé certains symptômes d'épuisement par la chaleur. Donc, il faut tout le temps boire un peu. Prendre des pauses régulières hors du soleil, hors du soleil, à l'ombre, je veux dire, désolé. La couleur de l'urine. En gros, vous devriez avoir besoin d'uriner aux 2 heures environ. Puis l'urine devrait être jaune pâle. Si l'urine devient trop claire, en gros, elle devient comme une couleur d'eau, ça peut être signe que vous avez trop bu d'eau. C'est pas dangereux du tout. C'est juste que vous allez épuiser vos réserves d'eau très rapidement. Si vous êtes dans un camp d'entraînement de cadet, c'est pas dangereux. Vous n'allez pas manquer d'eau, on a tout le temps assez d'eau. Mais si vous êtes en survie, dans le désert, puis que votre urine, vous la gardez claire, c'est que vous allez épuiser vos réserves d'eau très rapidement. Si l'urine est jaune foncé, à l'inverse, ou brune, c'est que vous êtes déshydraté, vous n'avez pas bu assez d'eau. Parce que vous pouvez faire, en gros, c'est boire plus d'eau pour revenir à des réserves d'eau suffisantes dans votre corps. Prochain point d'enseignement, l'alcool. Est-ce qu'il y avait des questions pour l'hyperthermie puis l'hypothermie? Non? Ok. Donc, pour l'alcool, en gros, si vous prenez commande d'un avion sous les effets de l'alcool, vous allez avoir des risques graves qui vont survenir. Vous allez avoir un mauvais jugement, équilibre déficient, coordination réduite, c'est ça, en gros, tout ça. Ça, c'est pas mal des symptômes qui sont pas nécessairement reliés à l'aviation, mais en gros, quand vous avez trop consommé d'alcool, ce qui va arriver, c'est ces symptômes-là. Même si vous êtes dans la rue, chez vous, l'alcool, c'est ça que ça cause comme symptôme, mais c'est pas dangereux nécessairement si vous êtes chez vous. Mais en aviation, en pilotant un avion, si vous êtes sous contrôle d'un avion, vous allez prendre des mauvaises décisions, puis vous allez vous mettre en danger. Vous n'êtes pas censé consommer d'alcool tout de suite, finalement, vous les cadets. Encore l'âge. Donc, le RAC, il a mis des règles en place pour empêcher le monde de faire de prendre des mauvaises décisions. Donc, on interdit à toute personne d'agir en qualité de commandant, de membre d'équipage. Membre d'équipage, en gros, c'est pilote, copilote, agent de bord ou toute personne qui a une tâche dans l'avion. Vous avez une question, M. Morera, allez-y. Oui, c'est pour l'hyperthermie. On a Oui. besoin à peu près combien de litres d'eau par jour pour avoir le jaune clair? Ça va vraiment dépendre de la situation. Ça dépend de la chaleur qu'il fait à l'extérieur, ça dépend de l'effort physique que vous faites. Disons 20 degrés, genre. Ça dépend vraiment de la personne. C'est vraiment vous qui devez surveiller vous-même votre consommation d'eau puis votre urine. Ça va vraiment dépendre de la personne. Mais il devrait avoir. Je peux essayer de vous trouver ça si vous voulez. Rapidement, il y avait un manuel que j'ai vu il n'y a pas longtemps dans les cadets. Je pense pas que je l'ai ici. Sinon, vous pouvez essayer de soumettre votre question dans le formulaire de questions, puis on va essayer de vous répondre par la suite. D'accord, merci. Ouais, donc, il est interdit à toute personne de prendre des fonctions de membre d'équipage dans un aéronef avec les circonstances suivantes. Donc, si vous avez présentement une influence de l'alcool, c'est ça. Si vous avez une influence de l'alcool, puis contrairement à la conduite automobile, c'est zéro alcool dans le sang. Pour les conducteurs d'automobile qui ont plus de 21 ans au Québec, on peut se rendre jusqu'à 0,08 milligrammes par 100 ml de sang d'alcool. Mais en avion, c'est vraiment zéro, absolument rien. Puis, vous ne pouvez pas non plus agir en tant que membre d'équipage si vous avez bu de l'alcool dans les 12 heures. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir bu de l'alcool de 20 heures avant d'aller voler, mais en avoir tellement pris que vous êtes encore sous l'effet d'alcool. C'est-à-dire que vous avez encore de l'alcool dans votre sang après 20 heures. Donc, c'est ça. Si vous prenez juste légèrement d'alcool 12 heures avant, moins de 12 heures avant, vous n'avez pas le droit. Mais si vous en prenez beaucoup, plus que 12 heures, vous n'allez pas non plus avoir le droit. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui, parfait. Donc, c'est ça. Si vous prenez les commandes d'un aéronef, alors que vous avez bu de l'alcool et que vous avez encore la gueule de bois, comme ils disent, vous
C'est illégal. C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Les drogues aussi, c'est la même chose. Les règles du PVVCA sont encore plus strictes que celles de Transport Canada. Donc, PVVCA, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le programme de vol à voile des cadets de l'air. C'est encore plus strict que Transport Canada, les règles concernant l'alcool. Par exemple, c'est 8 heures avant d'être en service pour les cadets, au lieu de 12 heures. Oups, c'est l'inverse. Je suis désolé, je me trompe. 8 heures, c'est pire. Ouais, les règles du PVVCA, c'est les mêmes pour l'alcool, mais par exemple, pour les drogues, il y a beaucoup plus de substances qui sont interdites, même si c'est des substances médicinales, par exemple, comme des herbes, par exemple la valériane, si je me souviens, ou des herbes médicinales pour se calmer, serait légal au niveau de Transport Canada, mais dans les cadets qui ne le sont pas. Si vous devez lire le manuel pour savoir lesquels. Donc, pour les médicaments sous l'ordonnance et en vente libre, c'est interdit d'en prendre si vous êtes sous l'effet de ces médicaments-là qui pourraient influer votre capacité de piloter. Donc, par exemple, des Tylenol, c'est pas dangereux. Par contre, si vous prenez d'autres médicaments pour le rhume ou d'autres maladies ou des blessures que vous avez, il faut consulter un médecin d'aviation avant pour savoir s'ils ne peuvent pas influencer vos capacités de piloter. Par Tylenol, je parle d'acétaminophène. Si on regarde, par exemple, les Advil, vous ne pouvez pas en prendre avant d'aller voler parce qu'ils peuvent causer la somnolence. Advil, ibuprofène, ou peu importe. Donc, oui, M. Moreira, allez-y. Fait que, est-ce que si jamais on se fait accepter pour le cours de planeur, est-ce qu'ils vont nous dire les médicaments qu'on n'a pas le droit? Parce que moi, je suis je suis allergique, basically, à l'air en général. Est-ce que, oui, je sais que je peux pas prendre les pilules anti-allergie, mais disons, je prends mes pompes et ma douche nasale. Ça, c'est autorisé, non? Ça, ce serait avec votre médecin d'aviation qui va vous confirmer ça, en fait, pour votre certificat médical, si vous n'avez pas encore pris votre rendez-vous. Je l'ai, mais il a juste dit de ne pas prendre les médicaments. Genre, disons, je les prends le matin, puis je sais que je vais avoir une vol cette journée-là, de ne pas en prendre. C'est OK, tout ce ça qu'il ressemble m'a à ça. dit. Si vous êtes Ok, sur merci. si vous êtes sur le cours de planeur, vous pourriez juste tout simplement pas en prendre parce que ça se peut que vous ne voliez pas tous les jours, puis vous n'allez pas nécessairement savoir si vous volez ou non cette journée-là. Ça dépend de l'horaire ou de la météo. Sur le camp cadet, en gros, ça va être un non. Si votre médecin vous a dit ça. Par contre, si c'est pour des médicaments qui sont autorisés par votre médecin d'aviation, c'est correct. Ou des douches nasales, comme vous dites, il n'y a pas de problème. C'est pas dangereux du tout. Des fois, j'en fais aussi même. Là. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Là. D'accord. Super. Donc, pour ce qui est consommation de médicaments, il faut qu'il soit. En fait, faut pas qu'ils se terminent en amine, les médicaments. Souvent, ces médicaments-là, ça peut être, par exemple, des amphétamines. Ben, ouais. Amphétamine, c'est de la drogue, mais tout ce qui finit par amine à la fin, nécessairement, ça va être proscrit pour l'aviation. Il ne faut pas mélanger les médicaments sans savoir les effets qu'ils peuvent faire. Mélangez pas les médicaments puis l'alcool. En gros, l'alcool, vous n'êtes même pas censé en prendre avant d'aller voler, mais en tout temps, mélangez pas les médicaments puis l'alcool. Ça va souvent faire des problèmes. Le plus gros problème qui peut se causer, c'est des problèmes au foie, au rein, plutôt, je veux dire. Ça se peut qu'ils n'arrivent pas à métaboliser ça puis qu'ils l'endommagent. C'est aussi, c'est écrit sur la bouteille de médicaments ou de sirop pour la toux, de ne pas conduire de machinerie lourde par la suite. Il ne faudrait pas que vous pilotiez le lendemain ou la journée même. Un autre exemple, la mélatonine, des pilules pour dormir. Là. Vous ne pouvez pas voler, en fait, après avoir pris ça pour un délai de 24 heures, si je me souviens, ou 12 heures, je ne sais plus. Il est écrit sur en fait, le médicament, combien de temps vous devez attendre avant d'aller voler. Donc, les médicaments en vente libre ne sont pas censés causer de somnolence, sont pas nécessairement bons pour aller voler parce que des fois, vous allez avoir un certain effet dépresseur. En fait, le médicament en tant que tel va vous causer une somnolence, mais il rajoute dans ce médicament-là de la caféine pour contrer cette somnolence-là. Fait que le médicament va comme faire un effet zéro. Il peut avoir des mauvaises proportions qui vont vous faire un danger. Puis en plus, quand vous montez en altitude, en avion, ces effets-là sont amplifiés. En règle générale, si vous prenez des médicaments en vente libre, attendez 48 heures avant d'aller piloter. Encore une fois, il faut vérifier avec chaque médicament. Mais si je me souviens bien, les Tylenol, vous êtes correct. Normalement, si vous prenez des Tylenol, il y a un autre problème sous-jacent, comme si vous êtes fait mal à une jambe ou à un bras, puis vous prenez des Tylenol, vous n'êtes peut-être même pas en état d'aller voler vu que vous êtes inapte physiquement.
Donc, c'est ça, il faut idéalement pas s'automédicamenter, puis consulter un médecin de l'aviation à chaque fois pour savoir si on peut ou non voler avec ces médicaments-là. C'est ça. Allez-y, oui, pour la question. Est-ce qu'il y aurait un docteur certifié médical pour aéronautique sur les bases ou non? Je sais qu'il y en a un à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il n'est pas tout le temps là, par contre. Ça dépend, en fait, des bases militaires. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas une base d'aviation. À Valcartier, il devrait en avoir. À Bagotville aussi. Mais il ne faut pas se fier à ça normalement. Quand vous êtes dans le programme des cadets, il faut consulter les médecins civils. Par exemple, pour vous dépanner, si vous vous cassez une jambe ou que vous foulez une cheville, c'est vrai qu'en été, vous pourriez aller voir un médecin pour qu'il vous donne le OK pour aller voler. Mais ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. On va y aller avec la solution la plus rapide. Donc, ensuite de ça, les vaccins. Les vaccins, en gros, si vous recevez un vaccin, vous devriez rester, en fait, en tout temps, peu importe si vous êtes pilote ou pas, vous devriez rester 15 à 30 minutes à la clinique après votre vaccin pour voir s'il n'y a pas d'effets secondaires qui vont se créer. Donc, c'est ça, c'est pas mal en tout temps. S'il n'y a pas aucun effet indésirable, vous pouvez tout de suite reprendre vos fonctions qu'on parle comme pilote. Si vous avez une réaction qui est causée par les vaccins, vous devriez attendre 24 heures avant d'aller voler. Puis en plus de ça, vous devriez voir un médecin avant d'aller piloter. Vous devez, en fait, c'est pas devriez, c'est devez. Deux différences. Devriez, si vous êtes pas obligé, mais devez si vous êtes obligé. Anesthésique est dans le sang. Donc, si vous avez une anesthésie locale, vous devez attendre 24 heures avant d'aller voler. En gros, c'est si vous avez des caries, des plombages, puis qui vont vous geler localement, vous devez attendre avant d'aller voler. Oui, M. Chamberlain? Oui, je suis désolé. J'ai pas bien lu. C'était quoi le délai des heures pour les vaccins si t'as. Ah, c'est 24 heures. Merci. Super. C'est-tu correct pour tout le monde aussi? Parfait. Fait que c'est 24 heures pour les vaccins. En fait, il n'y a pas de délai pour les vaccins, sauf s'il y a une réaction sous-jacente au vaccin. C'est bon? Parfait. Donc, pour l'anesthésie, c'est ça. C'est 24 heures suite à l'anesthésie locale. En gros, c'est en engourdit une région. Souvent, c'est les dentistes, c'est ça, j'en ai déjà parlé. Anesthésie générale, ça, c'est si vous êtes endormi, puis vous êtes intubé, la totale. Là, c'est aucun délai. En gros, vous devez aller voir un médecin de l'aviation avant d'aller voler, obligatoirement. Il n'y a pas de délai. C'est vraiment le médecin qui vous autorise à aller voler. Après avoir donné du sang, c'est 48 heures qu'il faut attendre. Par contre, si vous êtes dans le programme de vol à voile les cadets de l'air, c'est 72 heures. Pas marqué ici. Connaissant la cause, vu qu'il a déjà donné du sang, c'est 72 heures pour le programme des cadets. En gros, ce que ça fait, c'est que ça diminue votre concentration de globules rouges dans le sang, qui est votre volume sanguin. Puis le volume sanguin en tant que tel, il n'est pas long à se restituer, mais les globules rouges, eux, sont plus longs. Donc, c'est pour ça qu'on donne 24 à 48 heures, légalement 48 heures. Pour les cadets, 72 heures. Donc, le tabagisme et le vapotage. Donc, quand vous fumez, la nicotine, toute la fumée est absorbée par le sang, puis ça va réduire votre capacité à absorber l'oxygène. Donc, ça, peu importe si c'est fumé ou vapoté, ça augmente vos risques d'hypoxie anémique, comme on a parlé tout à l'heure. L'acuité visuelle, si vous volez à plus de 5000 pieds d'altitude, la vision nocturne, puis les effets à long terme, en fait, que vous soyez pilote ou pas, c'est dangereux à long terme de fumer. Fumez pas, c'est très dangereux. Oups. Ok. Donc, ouais, le vapotage peut avoir des effets similaires. Donc, tout ce qui est fumé, vapoté, quand vous êtes pilote, c'est vraiment pas recommandé. Le tabac haché aussi, c'est en fait quelque chose. Pas nécessairement la fumée qui est dangereuse, en fait, c'est la fumée et aussi le tabac, la nicotine. Donc, combien de temps vous devriez attendre avant de voler après avoir reçu un vaccin, selon le PVVCA, on va dire? On va y aller avec M. Wallet, tiens, c'est moins participé. C'était pas 24 heures? Oui. C'était 24 heures. Il y a une particularité, est-ce que vous vous en souvenez? Non. Si vous vous en souvenez, M. Morera? Oui, c'est seulement 24 heures si après
qu'on ait pris le vaccin 15 à 30 minutes après, on reçoit un effet indésirable. Si on n'a pas d'effet indésirable, on peut continuer. Mais si jamais il n'en a pas un, il faut attendre 24 heures avant qu'on puisse recommencer à voler. Et avant de faire ça, il faut consulter un médecin. Je vais vous attendre 24 heures, puis vous allez voir un médecin après s'il y a un effet. Parfait, c'est bon. Super. Prochaine question. Combien de temps vous devriez attendre après avoir reçu une anesthésie générale? Monsieur Provencher. C'est pas genre 48 heures ou quelque chose comme ça. Anesthésie générale, ça va être une autre règle. Anesthésie générale, je vais vous le dire tout de suite pour tout le monde, il n'y a pas de délai. Il faut aller voir un médecin d'aviation avant d'aller voler. Que vous alliez le voir 24 heures après, que vous allez le voir une semaine après, il faut aller le voir avant d'aller voler. Il n'y a pas de délai. Pour consommer de l'alcool, combien de temps qu'on devrait attendre, qu'on doit attendre? Monsieur Espinoza? 12 heures, mais si on est encore sous l'effet d'alcool, attendre plus de temps. Exactement. Parfait. Si vous avez un mal de tête, quel médicament vous devez prendre, vous pouvez prendre sans donner inapte au vol? Monsieur Moreira, tiens. Tous médicaments à vente libre qui ne sont pas des dépresseurs ni faits pour la somnolence. Donc, s'ils n'ont pas de, comme par exemple du Tylenol, mais je ne suis pas 100% sûr, je ne connais pas les médicaments par cœur, mais tant si longtemps que vous êtes sûr à 100% qu'il ne va pas vous causer soit somnolence, soit dépression. Ben, pas de dépression, mais ouais. Exactement. Donc, on va valider pour chaque médicament que vous prenez. C'est bon. Combien de temps vous devez attendre après avoir fait un don de sang? On va dire selon le RAC pour cette question-là. Monsieur, là, j'ai perdu mon truc. Monsieur Wallet. Ben, je suis vraiment plus sûr. Il me semble que c'était pas genre 48 heures. Ouais, 24 48 heures selon le RAC, puis 72 heures selon les cadets. Ouais, c'est ça pour le programme de voilà. GECA, ouais. Ouais. Ok. Exactement. Parfait. Puis ouais, je pense qu'on aurait fini. On a vu nos trois présentations pour ce soir. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour tout ce qu'on a vu ce soir? Super. Donc, tout ce qu'on a vu, en fait, il va être bientôt déposé dans le. Ah ouais, allez-y, Monsieur Chamberlain. Monsieur Espinoza, je ne sais pas qui est le premier. Monsieur Espinoza, allez-y. Ok, ben, je veux juste savoir, est-ce que les heures sont à apprendre par cœur? Oui, des heures pour tout ce qui est consommation de médicaments, d'alcool, puis d'anesthésie, don de sang, c'est à savoir par cœur. Ça va dans les examens. Merci. Merci.